Donc bonjour à tous. Donc je pense que vous m'entendez tous. A priori, tout le monde est connecté. Donc merci de vous joindre à nous pour ce webinaire qui est co-organisé par la FNAB et par Utopie, donc sur le sujet de la construction des filières biologiques en France. Alors, vous êtes très nombreux à être inscrits. Je vous en remercie. Je pense que ça témoigne de l'intérêt croissant sur le sujet et sur la question de l'essor de l'agriculture biologique en France. Je remercie aussi aux participants qui vont se présenter dans un moment, d'avoir accepté de venir partager lors de cette table ronde leurs connaissances et témoigner de leurs expériences. Parce que c'est un sujet, on va aborder pas mal de choses durant cette table ronde, mais aujourd'hui, l'essor de l'agriculture, avec l'essor de l'agriculture biologique en France qui se dessine, je pense que il y a beaucoup de sujets émergents. C'est un nouveau rapport à l'agriculture qui est en train de se dessiner. Donc, le rôle de l'agriculture et questionner le rôle de l'agriculture dans le dynamisme des territoires, la contribution de l'agriculture essentielle à la préservation des écosystèmes naturels, mais aussi le rôle clé que l'agriculture peut et doit jouer dans la lutte contre le changement climatique. En parlant des filières et en parlant de la construction des filières, évidemment, émerge aussi une nouvelle façon de penser et de construire les relations entre les acteurs d'une même chaîne de valeur, de l'amont à l'aval, qui est basée sur des nouveaux modes de collaboration et de partenariat. Et aujourd'hui, lors de la table ronde et en témoignant et avec le témoignage notamment de certaines entreprises qui se sont engagées et organisations dans la construction de filières, je pense qu'on va parler des nombreux freins qui sont à lever et les moyens à déployer, avec parfois des véritables changements de paradigme à appréhender pour essayer d'accélérer cette transition agroécologique, quoi. Donc sur le terrain avec les agriculteurs, mais aussi dans les entreprises et sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Alors, nous avons 2 heures ensemble pour parler de ce sujet. On va avoir environ 1 heure et demie ensemble de questions, de table ronde et de partage entre les participants de la table ronde. Et nous aurons une demi-heure ensuite pour les questions-réponses. Alors, comme vous êtes assez nombreux, ça va être compliqué de faire les questions-réponses en live. Mais par contre, ce que vous avez, c'est un chat à droite sur votre panneau de configuration. Et vous allez pouvoir tout au long du webinaire écrire vos questions. Et Nour, qui n'apparaît pas à l'écran pour l'instant, mais Nour Altamimi, sera en mesure de les récupérer, un peu catégoriser, et à la fin de la séance, elle les posera aux participants. Voilà. Alors, ce que je propose pour débuter cette table ronde, c'est de demander rapidement à nos participants de se présenter, peut-être en commençant par toi, Stéphanie. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc Stéphanie Pajot, moi je suis éleveuse bio en Loire-Atlantique, en production laitière, avec une partie en transformation fromagère. Et je suis secrétaire nationale à la FNAB en charge des relations avec les acteurs économiques. Donc la FNAB, Fédération nationale de l'agriculture biologique, qui regroupe aujourd'hui 10 000 producteurs et productrices bio et 350 salariés partout sur le territoire. Super, merci. Philippe? Oui, bonjour, Philippe Henry, je suis le président de l'agence bio, mais avant cela, je suis agriculteur en bio en Meurthe-et-Moselle et je suis également investi dans la filière céréalière au travers d'une coopérative et d'une usine de fabrication d'aliments du bétail. Merci bien. Alors Jacques, qui potentiellement n'apparaît pas à l'écran parce qu'il y a un endroit où sa bande passante ne fonctionne pas très bien, mais Jacques, tu nous entends? Si tu peux te présenter. Oui, tout à fait. Donc moi, je suis fils de paysan et agronome. J'ai travaillé comme conseiller en chambre d'agriculture, en groupement bio et à la FNAB pendant un certain nombre d'années. Je suis aussi maintenant devenu anthropologue et je suis intervenant indépendant, conférencier, auteur et à titre bénévole. Je suis secrétaire général de l'association Agir pour l'environnement. Et de façon assez secondaire, mais c'est pas secondaire aujourd'hui, je suis membre du conseil d'administration de la marque Biocohérence. Super. Pierre-Antoine? Oui, bonjour à tous. Du coup, Pierre-Antoine Morel. Donc moi, je travaille chez Blédina, donc filiale du groupe Danone. Et du coup, moi, je suis responsable du développement des filières agricoles chez Danone et avec un focus particulier sur le développement des filières bio. Voilà. Donc, je suis ingénieur agronome et ça fait maintenant 12 ans que je travaille chez Danone. Merci. Et enfin, Gérald? Oui, bonjour à toutes et tous. Gérald Hansen, moi je suis chez Picard depuis 2 ans maintenant et je suis le responsable développement durable.
Super, merci à vous. Et donc, pour conclure, moi, c'est Sophie Labbé. Donc, je suis directrice associée d'Utopie. Utopie, c'est une agence de conseil en stratégie et en développement durable. Donc, ça fait 25 ans qu'on accompagne les entreprises, les organisations dans leur transformation de leur offre, de leurs pratiques, de leur modèle économique vers plus de durabilité. Et on intervient notamment beaucoup sur les questions de structuration de filières durables. Voilà. Alors peut-être pour commencer cette table ronde et essayer de cadrer un petit peu les enjeux, les macros enjeux peut-être liés au modèle agricole actuel et pour essayer de poser un peu le constat de la nécessité de la transition agroécologique, est-ce que Jacques, si tu pourrais s'il te plaît nous expliquer de ton point de vue aujourd'hui la nature des enjeux et pourquoi cette nécessaire transition vers une agriculture notamment biologique? Ok, donc, bonjour d'ailleurs, parce que j'ai pas dit bonjour à tous les participants qui sont nombreux, je crois, si j'ai bien compris. Alors, les enjeux, bon, il y en a qui sautent aux yeux aujourd'hui, enfin, qui sont assez évidents parce qu'on en parle beaucoup dans les médias. En fait, l'agriculture, c'est très intéressant parce qu'elle est à la fois impliquée en tant que responsable dans un certain nombre de problèmes de notre époque, mais elle est aussi une source de solution. Et une source de solution qui peut être extrêmement efficace, d'autant plus efficace qu'elle est très appliquée. Et c'est le cas, par exemple, pour le climat. Pardon. Sur la question climatique, l'agriculture joue un rôle important dans les émissions anthropiques, c'est-à-dire le fait que les émissions de gaz à effet de serre sont supérieures à ce qui permet de maintenir l'effet de serre dans un état d'équilibre. Et donc, on a créé un déséquilibre et l'emballement qu'on appelle le dérèglement climatique. Et dans ce déséquilibre dû à l'homme, l'agriculture représente entre 25 et 35%, selon ce qu'on prend en compte. C'est énorme, hein. 23%, le chiffre le plus bas du dernier rapport du GIEC, pour la production agricole primaire, et jusqu'à 35%, voire 37% si on prend l'ensemble de la filière. Donc, ça veut dire que c'est à la fois, il y a à la fois un enjeu évident que l'agriculture réduise ses émissions de gaz à effet de serre, mais il y a aussi un espoir formidable parce que ça veut dire que sur une activité humaine, si on arrive à faire changer un certain nombre de paramètres, on peut résoudre en fait une part importante du dérèglement climatique, enfin en tout cas de la contribution actuelle au dérèglement climatique, parce qu'après il y a une inertie. Et donc c'est quand même assez phénoménal. Un autre enjeu très important actuellement, c'est celui de l'effondrement de la biodiversité. On en parle moins que le climat, mais c'est également quelque chose de très préoccupant pour l'avenir de la planète et des sociétés humaines, évidemment, derrière. Et dans cet effondrement de la biodiversité, l'agriculture joue là encore un rôle très important, puisqu'elle est impliquée dans 2 des 5 causes identifiées, à savoir les pesticides et la destruction des milieux naturels. Notamment quand un agriculteur comme mon voisin coupe une haie alors qu'il n'était pas nécessaire de la couper. J'aime beaucoup mon voisin avec qui j'ai de très bonnes relations, mais là, sur le coup, j'ai pas très bien compris pourquoi il l'a carrément coupé alors qu'il suffisait de l'entretenir. Donc, là encore, il y a des pratiques à modifier, même chez des agriculteurs, comme c'est son cas, qui ont des pratiques intéressantes. Dans la biodiversité, il y a l'enjeu du sol qui est un peu à part, mais qu'il faut mettre en avant parce que on a aujourd'hui une vraie fragilisation des sols et il y a un vrai risque dans les décennies à venir d'avoir une forte perte de fertilité par la perte des sols, à la fois par l'érosion, mais aussi par simplement la baisse des matières organiques, la baisse de fertilité due aux pratiques et due à la faiblesse des rotations, des successions de cultures, etc. Donc ça, c'est des enjeux environnementaux qui sont lourds. Je pense que tout le monde les connaît assez bien. Alors sur le climat, je ne sais pas si tout le monde connaît bien les poids relatifs des différentes pratiques. C'est utile de dire en quelques mots. On parle souvent de l'élevage, mais c'est très exagéré. En fait, à l'échelle planétaire, la première pratique qui a un impact lourd sur le climat, c'est le changement d'affectation des sols, c'est-à-dire le fait de modifier de mettre fin à un écosystème naturel ou semi-naturel, c'est-à-dire les forêts, bien sûr, donc la déforestation en Amazonie, en Indonésie, en Afrique, mais c'est aussi les prairies.
on n'en parle pas souvent, mais le retournement des prairies pour les transformer en culture est une catastrophe pour le climat. La deuxième grande cause, qui est la première en Europe et en France, c'est l'azote. C'est l'usage d'engrais azotés de synthèse. Et la troisième seulement, l'élevage, avec en plus dans l'élevage une différence à faire entre l'élevage industriel, qui est une catastrophe pour le climat, et l'élevage à l'herbe, qui lui n'est pas un problème, puisqu'il n'émet pas plus de méthane que ne le feraient des animaux sauvages qui entretiendraient ces prairies absolument nécessaires pour la biodiversité s'il n'y avait pas d'humains. Et donc, l'élevage à l'herbe, qui en plus permet, grâce aux prairies, de stocker du carbone dans le sol, n'a pas un bilan négatif, en fait. Le problème de l'élevage, c'est vraiment l'élevage industriel. Cela dit, il est ultra majoritaire. Donc ça, c'est les enjeux environnementaux. Alors, je fais juste un petit test. Tout le monde m'entend bien? Oui, on t'entend bien. C'est bon. Et du coup, Comme toutes les caméras, comme toutes les images sont bloquées sont chez moi noirs. à cause de la connexion qui est mauvaise, je voulais vérifier que je ne faisais Et pas un monologue dans le vide. du coup, Alors peut-être ensuite, juste sur les enjeux, il y a des enjeux sociaux aussi voilà, comment j'allais la fille. justement, Ah, pardon, vas-y. justement, j'y arrivais. Il y a les enjeux ensuite sur on va dire la paysannerie au sens large, au niveau mondial, avec la protection des communautés paysannes qui sont aujourd'hui très fortement mises en danger par l'accaparement des terres et par l'industrialisation à marche forcée. Et en France, des problèmes qui sont peut-être moins brutaux, mais qui sont tout aussi importants, de précarisation, de concentration, de réduction du nombre de paysans. Il y a depuis 40 ans, 50 ans une tendance à l'agrandissement des fermes et à la réduction des fermes, donc par conséquent du nombre de paysans. Et derrière, beaucoup d'agriculteurs qui ont une difficulté à assurer un revenu, beaucoup d'agriculteurs qui ne savent pas si dans 10 ans ils seront toujours agriculteurs, parce que la précarisation, c'est pas seulement la faiblesse des revenus ou le fait d'arrêter, c'est aussi le fait de ne pas être sûr de soi, enfin d'avoir une épée de Damoclès en permanence, ce qui concerne un grand nombre d'agriculteurs. Donc, On va pouvoir il y a, investir dans son futur. voilà, donc il y a une grande difficulté à se projeter et à embaucher des salariés aussi. Enfin, tout un ensemble qui fait que l'économie de l'activité agricole n'est pas facile à sécuriser aujourd'hui. Alors, on va pouvoir peut-être, Jacques, développer ensuite par la suite, mais assez rapidement, avant de creuser encore un peu le sujet avec Philippe, est-ce que tu peux nous dire pour toi, pourquoi, selon toi, l'agriculture biologique, bon, la transition agroécologique dans son ensemble, mais l'agriculture biologique, si on revient au fondement de la bio, peut aider à adresser ces enjeux, mais de manière relativement succincte, on pourra creuser par la suite. Ouais. En fait, pour répondre à ces enjeux, il faut modifier le regard. C'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement. La question, c'est pas est-ce qu'on utilise de la chimie ou pas. Hein. La question, elle est beaucoup plus globale. De savoir comment est-ce qu'on remet à plat les pratiques agricoles, comment est-ce qu'on remet à plat les structures agricoles en termes de construction de revenus, en termes de rapport à l'environnement. Est-ce qu'on considère l'écosystème comme un allié ou comme un adversaire? Et en fait, l'enjeu technique, si je pars déjà de cet aspect-là, qui est vraiment mon domaine, c'est d'abord de changer d'approche scientifique, c'est-à-dire d'avoir une approche qu'on va appeler systémique ou holistique, qui consiste à non pas regarder les choses petit bout par petit bout, mais les mettre en relation et s'interroger sur la manière dont chaque élément va avoir une influence sur un autre. Et c'est très important pour tous les aspects climatiques, biodiversité, etc. Et en fait, cette approche qui va regarder l'état du sol, qui va regarder l'écosystème, qui va remettre un lien entre l'écosystème, l'agrosystème et les humains, c'est la base de ce qu'on a appelé l'agriculture biologique, de ce que les fondateurs de la bio dans les années 30 ont appelé l'agriculture biologique. Une très mauvaise traduction de l'anglais organic agriculture, qui faisait notamment référence à la notion d'organisme agricole. Et certains appellent ça agroécologie paysanne, notamment dans certaines communautés paysannes dans les pays du Sud, mais c'est la même approche. Et donc, cette approche systémique, elle permet de prendre en compte l'ensemble des impacts et des pratiques sur l'ensemble des éléments du système, c'est-à-dire le climat, le sol, la biodiversité, etc., et de les utiliser comme facteurs de production, finalement, au lieu de les considérer comme un problème. Et en fait, cette approche, donc, qui est la base de l'approche de l'agriculture biologique, permet de reconstruire une agriculture qui est beaucoup plus résiliente, c'est-à-dire qui va beaucoup mieux pouvoir s'adapter aux dérèglements climatiques. Alors, elle n'a pas toutes les solutions, hein,
Quand les prairies grillent parce qu'il n'y a pas d'eau, c'est pas la bio n'a pas de baguette magique. Mais a priori, des prairies complexes, par exemple, vont résister beaucoup mieux au manque d'eau que des prairies simplifiées monoculture de régras. Des systèmes de polyculture élevage vont beaucoup mieux s'adapter ou résister à des incidents ponctuels qu'un système ultra spécialisé qui dépend d'une seule production et qui va dépendre, par exemple, d'un problème sanitaire. Et donc, cette approche bio, cette approche systémique, elle donne beaucoup plus de sécurité, en fait, et y compris en termes de revenus du paysan, y compris en termes de capacité à produire de la valeur ajoutée à l'hectare, donc éviter la course à l'agrandissement. Et donc, il y a, en fait, je peux résumer les enjeux, enfin, à l'échelle, pour moi, il y a un premier enjeu à l'échelle de la production, donc de la production agricole, et il faut partir de là, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un territoire peut produire, qu'est-ce qu'à partir d'un sol, à partir d'un climat qui évolue, bien sûr, à partir des ressources humaines d'un territoire, à partir des écosystèmes présents, qu'est-ce qu'on peut produire de façon efficace sur un territoire. Et à partir de cette réponse, la réponse qu'on aura donnée, on peut ensuite construire des filières. Et non pas l'inverse, comme on a fait le plus souvent. Du coup, ça, c'est un très bon point et je pense que ce sera à nouveau illustré. On en reparlera dans un petit moment avec Pierre-Antoine et Gérald, hein, où il y a eu ce renversement de logique des filières pour partir des besoins du territoire. Super. Si ça te va, je propose que on passe à Philippe. Peut-être Philippe pour donner un peu des grands chiffres, un ordre de grandeur sur. On parle de l'essor de la bio, notamment post-crise Covid, hein, avec une demande des consommateurs qui a augmenté. Si c'est OK, je propose que peut-être tu nous fasses un petit état des lieux, qu'on comprenne un peu l'échelle. Je crois que tu as quelques slides à présenter. Absolument, merci. Oui, j'avais effectivement quelques slides. Je vais essayer de pas vous envahir de chiffres et de vous dégoûter des chiffres, même si à l'agence bio, c'est quelque part un peu notre métier, puisqu'une de nos 3 missions, c'est de collecter des données sur la bio, ce qui permet quand même d'éclairer un peu le débat. Les statistiques, il y a une phrase qui résume très bien en disant que c'est un petit peu comme un lampadaire, ça n'éclaire pas beaucoup, mais on peut quand même s'appuyer un peu dessus. Donc, quelque part, je vais vous donner quelques chiffres de la bio là où elle en est au jour d'aujourd'hui. Merci. Alors, simplement pour cadrer avec la bio française, mais la bio européenne, hein, on sait très bien qu'on est très heureusement sous des cahiers des charges européens. Donc, je voulais vous donner un tout petit focus sur ce qu'est la bio aujourd'hui en Europe et le décalage notamment entre les lieux de consommation et les lieux de production. Vous voyez que en termes de consommation, vous avez 2 pays en gros qui tirent la consommation bio en Europe, c'est l'Allemagne traditionnellement et depuis longtemps, et la France qui rattrape aujourd'hui l'Allemagne. Ce sont 2 marchés aujourd'hui de 12 milliards d'euros, et puis le reste de l'Europe qui fait le reste du marché. Et sur la slide suivante, vous allez voir la situation de la production qui est un petit peu différente, où vous avez 2 pays qui sont des gros producteurs bio, l'Espagne et l'Italie. Mais par contre, ils sont beaucoup moins consommateurs. C'est des modèles qui se sont construits plutôt sur une stratégie d'export, très clairement, alors que le modèle français et le modèle allemand se sont construits sur des modèles, à mon sens, un petit peu plus résilients parce que endogènes, c'est-à-dire que la production à la consommation évolue de façon équivalente. Donc voilà, je voulais vous montrer déjà cet aspect un petit peu européen. On va entrer tout de suite dans la slide suivante sur ce qu'est la consommation et en particulier ce que sont les circuits de distribution bio. Ils ont beaucoup évolué. Ils se sont rapprochés des modèles de distribution conventionnels, même si ça l'est moins. Hein. Si je vous mettais le camembert avec les modèles de distribution des produits alimentaires français, vous auriez la GMS qui fait 85%. Là, ce n'est pas le cas. Vous avez la GMS qui est majoritaire, qui a pris des parts de marché, c'est indéniable ces dernières années, mais vous avez traditionnellement le modèle des magasins spécialisés qui est là, qui continue à avoir une croissance, mais qui est un peu moins forte que celle de la GMS. Et puis, vous avez un petit modèle qui est le modèle de la vente directe. Je le cite parce qu'il est évidemment minoritaire au jour d'aujourd'hui, mais il a toujours évolué entre 10 et 15% depuis des années. Et c'est quelque chose qu'on est en train de regarder avec intérêt parce que la première phase de confinement a montré un intérêt sur ce circuit de distribution-là. Et puis, c'est quelque chose qui a toujours été bien plus fort en bio qu'en conventionnel. Si je vous mettais la slide conventionnelle, vous verriez que, en gros, la vente directe en produits alimentaires en France, c'est 3 à 4%. Vous voyez, on est au-delà de ça et c'est quelque chose, en tout cas, dans tous les débats sur la relocalisation, sur les circuits courts, sur les démarches territoriales entre production et consommation, vous voyez bien que la vente directe a évidemment un intérêt. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant à regarder
Et à l'agence bio, d'ailleurs, on est en train de travailler cette question pour regarder plus dans le détail ce qui se passe au niveau de cette vente directe. Voilà pour les circuits de distribution. Si on peut passer à la slide suivante. Merci. Je voulais vous montrer aussi ce qu'est la bio en termes d'emploi, parce que évidemment, c'est un élément absolument central. On parlait tout à l'heure des aspects sociaux, l'emploi notamment, d'aspect social absolument majeur. Vous voyez que la bio aujourd'hui, ça représente 180 000 emplois en France. C'est important. Une grosse partie des emplois sont des emplois dans le monde rural et dans les fermes. Quand vous regardez bien, vous voyez, il y a 113 000 emplois aujourd'hui qui sont dans les fermes directement. Vous avez 25 000 emplois qui sont dans le secteur de la transformation. Et quand vous regardez un petit peu le détail, vous vous apercevez que ces entreprises agroalimentaires, ces entreprises agroalimentaires sont plutôt dans les territoires ruraux. C'est intéressant en termes de développement économique. Et puis, vous avez des emplois qui augmentent aussi fortement dans la distribution, puisque vous avez aujourd'hui 38 000 emplois qui sont dans la distribution. Alors, on a une vieille enquête, qui date de quelques années, qui montrait que la bio était évidemment beaucoup plus intéressante, 1,5 fois plus intéressante en termes d'emploi que l'agriculture conventionnelle. C'est quelque chose qui va être aussi intéressant à regarder, notamment au travers du RGA. Vous savez qu'en matière agricole, il y a des recensements tous les 10 ans, dont on en a un en 2020. Donc, ce sera intéressant de regarder cet aspect-là en termes d'emploi, voir comment l'agriculture biologique peut contribuer à la création d'emplois non délocalisables et j'espère de qualité sur nos territoires ruraux. Si on peut poursuivre, on va regarder ce qu'on est l'état de la production. La France, c'est 27 millions d'hectares de SAU. Et dans ces 27 millions d'hectares de SAU, vous avez 2,3 millions aujourd'hui d'hectares qui sont en bio. Grosso modo, la dynamique, c'est convertir 300 000 hectares par an, c'est-à-dire l'équivalent d'un département de la SAU, d'un département agricole par an. On en est là dans la dynamique aujourd'hui, depuis quelques années. Quand vous regardez la photo, de ce qu'on a converti jusqu'à présent, traditionnellement, les 3/4 de la surface, c'est des surfaces fourragères et 1/4, c'était des surfaces vergers, grandes cultures, vignes. Faire court, c'était ça. Ça a évolué depuis quelques années. On est en train d'assister à un rééquilibrage où il y a toujours des conversions, bien sûr, de surfaces fourragères, prairies permanentes, prairies temporaires, mais également une accélération des conversions en grandes cultures, notamment dans les zones intermédiaires, et une accélération des conversions à la fois en viticulture, en arboriculture. Je fais un petit pas de côté tout de suite pour vous dire que c'est sur ces 3 secteurs-là qu'on utilise des phytos et pas sur la prairie permanente et la prairie temporaire, y compris en conventionnel. Tout ça pour vous dire qu'on va dans le bon sens en termes d'économie de phyto, en tout cas de moindre utilisation globalement dans l'agriculture française de phyto grâce à l'agriculture biologique. Si vous voulez bien aller sur la slide suivante, vous avez là la dynamique que je viens de vous indiquer tout de suite avec cette dynamique notamment des grandes cultures. Si on peut passer à la suivante tout de suite. Voilà, et je voulais aussi vous faire un petit focus sur comment se situe finalement le marché français dans un environnement un peu plus global et comment se situe par rapport aux importations, puisque vous savez qu'on nous dit toujours que si on développe la consommation, ça va être un appel d'air pour les importations. C'est pas vrai. En tout cas, ça ne se traduit pas, ça ne se développe pas en termes d'importation. On est toujours sur un taux d'importation en gros d'1 tiers. On produit les 2 tiers de nos produits sont produits en France, ce qui est très bien. On en a 1 tiers qui vient de l'extérieur, donc la moitié en gros qui vient de l'Union européenne et l'autre moitié qui vient hors Union européenne. Vous avez des filières qui sont totalement autosuffisantes. Le vin, qui est même légèrement exportateur, les œufs, les produits laitiers, la viande sont des filières qui sont aujourd'hui autosuffisantes, qui se développent, la production et consommation se développent au fur et à mesure et à peu près dans un bon équilibre, même s'il peut y avoir conjoncturellement des petits à-coups, mais globalement, ça se développe de façon harmonieuse. Par contre, vous avez des secteurs, en particulier l'épicerie, les légumes, les fruits, qui sont des secteurs qui sont, eux, déficitaires. Alors, ils sont déficitaires pour ce qui concerne les céréales. On risque d'arriver assez rapidement, si on continue dans cette dynamique, à un équilibre du marché, si on parle sur ce plan-là. Sur les fruits et légumes, c'est un petit peu différent, mais on hérite aussi en agriculture biologique de la spécialisation des territoires agricoles au niveau européen. C'est-à-dire que je vous ai montré tout à l'heure la dynamique de l'Espagne et de l'Italie qui se sont spécialisés, entre autres, dans la production de légumes et dans la production de fruits et qui l'ont fait en conventionnel, mais également en produits bio. Et ils viennent évidemment exporter leurs produits bio et nul ne peut leur jeter la pierre pour ça. Ils viennent exporter leurs produits bio sur les grands marchés européens que sont la France et l'Allemagne, entre autres.
Voilà ce qui se passe, mais il y a une vraie dynamique. Quand vous regardez un petit peu l'évolution, il y a une vraie dynamique aujourd'hui en matière de verger notamment, en matière de légumes également, où vous avez des conversions importantes de surface qui vont permettre de couvrir, je l'espère, ces marchés-là, de façon à ce qu'on soit le plus autosuffisant possible. Une petite question par rapport aux projections même de croissance continue de la consommation, ce qui est projeté en termes de croissance des conversions ou des nouvelles installations bio. Pour toi, ça reste positif ou peut-être le gap risque de s'accroître entre ce qu'on est capable de produire et finalement les importations? Manier les chiffres, c'est toujours délicat parce que ce que je vous expose là, finalement, c'est une vue dans le rétroviseur. On est en train de regarder le rétroviseur et on essaie d'utiliser le rétroviseur pour se projeter un petit peu dans l'avenir. Donc, c'est toujours un exercice un petit peu délicat. Ce qu'on constate quand même, c'est qu'on a plutôt on a une dynamique de consommation qui reste importante, très clairement, qui se tasse un petit peu ces dernières semaines, mais moi, je me méfie toujours des informations comme ça qui disent depuis 3 semaines, les produits bio augmentent ou baissent. Méfions-nous un petit peu de tout ça, mais en tout cas, il y a quand même une question, suite à la crise Covid, très clairement, il y a une question. Est-ce que la dynamique de la consommation va se poursuivre? Je suis bien incapable d'y répondre, mais ça, c'est une vraie question. Est-ce que ce que nous observons pour l'année 2020, donc à l'agence, au travers de nos notifications, que visiblement la dynamique de conversion à l'agriculture biologique est du même ordre que celle de 2019. Donc, on va être dans la même dynamique quand je vous dis 300 000 hectares, quand je vous donne un petit peu les éléments entre grandes cultures, vignes, production fourragère. On est globalement sur un schéma qui est sensiblement le même en 2020. Alors, ça mérite d'être évidemment affiné, mais globalement, on est là-dedans. Voilà. Si on peut peut-être continuer sur la slide suivante, je voulais aussi vous indiquer, on ne fait pas que des chiffres purs et durs, on essaye aussi de regarder un petit peu les tendances à l'agence bio, notamment au travers d'un baromètre, et je voulais vous remettre, parce que c'est important de l'avoir en tête, pourquoi les gens achètent des produits bio. La première motivation, et depuis toujours et depuis longtemps, c'est la santé. Ça reste le premier moteur, et de loin. Le deuxième moteur, c'est la qualité des produits. Et le troisième moteur, celui-là, il monte. C'est pour ça que je voulais vous montrer ça. Celui-là, il monte, c'est les questions d'environnement, notamment, et les questions de bien-être animal. Alors, quand vous regardez un petit peu dans le détail ça, vous apercevez que pour les gens les plus âgés, la question de la santé et la question il y a une question qui n'est pas là, mais qu'on pose sur la juste rémunération des producteurs, elles sont de plus en plus prégnantes, c'est les plus âgés. Et vous voyez que les questions environnementales et de bien-être animal sont plutôt plus prégnantes chez la jeune génération. Quand vous regardez un petit peu le détail, vous apercevez de ça. Et sur la dernière slide, je voulais vous indiquer un petit peu quels sont les débats qui traversent un petit peu le monde de l'agriculture biologique. Alors, je vous les ai mis un petit peu sous forme de questions. Il y en aura d'autres et je pense que ça fera l'objet des discussions tout à l'heure. Alors, le grand trait, c'est qu'en gros, les gens veulent de la bio, mais pas que. Il y a la bio, mais ce n'est pas suffisant. On sent aujourd'hui que la bio, en tant que telle qu'elle est aujourd'hui, ce n'est pas suffisant. Et on a une question fondamentale qui se pose en permanence dans nos systèmes, dans nos organisations. C'est à la fois comment concilier le court terme et le long terme. C'est-à-dire qu'on a un système agriculture et biologique qui s'appuie sur 2 piliers. Un pilier à court terme qui est le pilier économique. On crée de la valeur ajoutée, on vend des produits. Il y a toute cette dynamique-là. C'est quelque chose qui se crée à court terme, mais qui doit s'équilibrer avec une autre dimension, et ça rejoint ce que disait Jacques tout à l'heure, qui est à long terme. C'est-à-dire que l'agriculture aujourd'hui, pour le biologique, est aussi un moteur de la transition écologique et aussi un moteur de transformation des systèmes. Tout à l'heure, Jacques évoquait la résilience des systèmes et des territoires très diversifiés. C'était évidemment un levier important, et ça fait partie des enjeux aujourd'hui qui traversent la bio. Donc sur 2 piliers, à la fois ce pilier valeur ajoutée, dynamisme économique et cet nécessaire équilibre entre production et consommation. On est bien obligé d'avoir cet équilibre-là pour pouvoir avancer. Et puis cette vision un peu plus lointaine, à moyen terme, qu'on est aussi obligé d'avoir, en tout cas qu'on est un certain nombre à vouloir porter. Ça nous semble absolument essentiel. Et puis on est devant une question fondamentale que je résume de cette façon-là, en disant comment faire en sorte que les produits bio soient accessibles à tous, puisqu'il ne s'agit pas de faire des produits bio qui seraient assez accessibles à une élite, et c'est peut-être encore plus prégnant avec les difficultés économiques qui arrivent avec nous, qui sont peut-être devant nous. Comment faire en sorte que ce soit accessible à tous, tout en assurant une juste rémunération de tous les acteurs. Alors ça va mobiliser un certain nombre de questions. A priori, l'équation est insolvable comme ça, sauf que je pense qu'on a des bouts de réponse et je pense qu'on peut arriver à travailler dans ce sens-là de façon très intelligente. Et puis enfin,
il y a une troisième question qui revient avec toute la question des labels divers et variés qui se mettent en place, qui sont finalement la traduction concrète de ces interrogations qui traversent le monde de la bio, qui est de se dire, mais la bio doit-elle s'emparer aujourd'hui des préoccupations sociétales au-delà de son cahier des charges actuel. Nous avons un cahier des charges qui a été construit au fur et à mesure du temps, qui a plusieurs dizaines d'années derrière lui, qui est révisé régulièrement, mais ce n'est pas un sanctuaire, un cahier des charges, c'est une construction humaine. Et cette construction humaine-là, je pense qu'elle appelle aujourd'hui, et on le voit bien au travers du foisonnement de labels, c'est une tradition très concrète et puis je trouve plutôt très intéressante de voir un certain nombre d'initiatives qui vont au-delà du cahier des charges européen qui existe aujourd'hui et comment finalement la bio peut s'emparer d'autres sujets, typiquement le changement climatique qui vient d'être évoqué par Jacques. Voilà un petit peu ce que je voulais vous présenter du paysage bio tel que nous l'observons aujourd'hui en France. Super, merci beaucoup Philippe. Et je pense qu'effectivement, on en reviendra, et notamment à la fin, sur la question de l'accessibilité. Je pense que c'est aussi une question que nos intervenants, notamment Pierre-Antoine et Gérald, aussi se posent. Et c'est au cœur des débats, même au sein des entreprises. Donc, on va avoir l'occasion d'en reparler sur la fin. Mais du coup, c'est une transition parfaite pour Pierre-Antoine et Gérald. Peut-être juste pour commencer assez rapidement, est-ce que vous pourriez nous présenter la nature du projet? Et puis après, l'objectif, c'est essayer de comprendre avec vous comment aujourd'hui, au sein des entreprises, on peut se réorganiser, comment est-ce qu'on fixe une ambition, comment est-ce qu'on monte des projets de construction de filières biologiques et partager avec tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui les difficultés rencontrées, mais aussi les solutions que vous avez trouvées et qu'est-ce que ça a pu changer dans la façon de fonctionner au sein des entreprises. Alors peut-être, Pierre-Antoine, tu es en ligne de mire là en face de mon écran. Est-ce que tu veux peut-être commencer et juste nous dire, toi, sur le projet des récoltes bio, juste dire en 2 mots quelle est la nature du projet et surtout pourquoi Blédina, Danone s'est lancé dans ce projet? Oui, bien sûr. Tout d'abord, déjà, nous, la bio, pour nous, c'est assez récent quand même, parce qu'on a lancé les récoltes bio, la marque en mars 2018. Donc, Blédina, c'est 120 ans d'existence, mais seulement 3 ans en bio. Donc c'est quand même quelque chose de récent. Pourquoi on s'est lancé en bio si tard? C'est parce que voilà, nous aujourd'hui on a un référentiel qui est on parle de cahier des charges européen sur la bio. Nous aussi on a un cahier des charges européen sur la nutrition infantile avec une obligation de résultat très stricte sur la partie pesticides et autres contaminants pour évidemment protéger la santé de nos bébés. Et donc nous, on a toujours fait de l'agriculture conventionnelle baby food et voilà, pour nous c'était le standard le plus élevé puisque derrière il y avait des résultats qui étaient là et qui permettaient de faire des produits à forte valeur nutritionnelle et sécurité sanitaire. Mais voilà, à un moment donné, il y a aussi une réalité, ça a été une demande croissante dans le rayon nutrition infantile des consommateurs pour évidemment cette obligation de résultat, mais aussi sur le fait que ça soit des produits biologiques, avec tous les impacts que ça peut avoir, comme Philippe Henry l'a mentionné, sur la santé, mais aussi sur l'environnement. Donc du coup, on a lancé cette gamme donc en mars 2018. Donc on va pas se mentir, on était plutôt les derniers sur le circuit, et donc très vite, nous, ce qu'on s'est dit, c'est on peut pas juste prendre nos produits et mettre un logo bio dessus, quoi. C'était pas l'objectif. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on voulait vraiment créer une marque, alors qui est en fait une marque sous la marque Blédina, qui s'appelle les récoltes bio, qui est une marque qui a aussi un impact positif sur l'amont agricole. Et donc du coup, le choix qu'on a fait, ça a été vraiment de se dire en gros, on parle un petit peu de c'est quoi un label bio plus. On a appelé ça du bio plus. Pendant longtemps, on a réfléchi avec Utopie aussi, avec la FNAB, sur qu'est-ce qu'on met derrière ce mot bio plus. Et ce qu'on s'est dit, c'est que pour nous, bio plus, on a construit notre définition en disant, il faut que ce soit évidemment conforme au cahier des charges biologiques. Il faut que ce soit conforme aussi au cahier des charges nutrition infantile, donc avec cette obligation de résultat qui est forcément impératif pour nous pour pouvoir vendre nos produits. Et derrière, on a mis le local. On s'est dit on a posé un chiffre, c'est 80%. On voulait que 80% des ingrédients de nos produits de la récolte bio soient français. Donc c'est important, sachant que tout est transformé sur notre site de Brive-la-Gaillarde en France. Et après, on a pris aussi, il faut qu'il y ait un impact positif aussi sur la partie amont agricole. Et là, il y a 2 axes. Il y a la partie environnementale où on s'est dit, qu'on a pris un point très fort sur le sol et la biodiversité. Donc c'est comment aujourd'hui on peut mettre en place des pratiques biologiques qui respectent et régénèrent les sols et la biodiversité. Et l'autre partie qui était plutôt axée sur l'agriculteur, c'est aussi comment on accompagne les agriculteurs, en particulier des agriculteurs qui sont historiquement des agriculteurs Blédina, à la conversion bio régénératrice, puisqu'on a mis aussi le mot régénératrice derrière. Donc, comment on les accompagne à la fois financièrement pendant cette période de conversion, et ensuite
comment on met en place des contrats long terme basés sur des prix justes, et derrière, comment on les accompagne techniquement aussi pour monter en compétences rapidement et éviter de faire les erreurs qu'on puisse avoir. Super. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a créé ce projet qui s'appelle Milpa, donc il y a un projet d'accompagnement à la conversion bio-régénératrice d'une centaine d'agriculteurs en France aujourd'hui. Super. Donc, on va creuser un petit peu après justement la question de l'accompagnement à la conversion qui est centrale dans votre programme. Et merci, ça établit bien le projet. Gérald, est-ce que vous souhaitez nous parler un tout petit peu des filières bio et locales Picard? Donc, comment est-ce que le projet est né et quelle était l'ambition derrière ce projet? Oui, alors nous, on est un tout petit peu plus ancien que Blédina sur le sujet du bio, puisqu'on a eu assez tôt des gammes bio. Dès 98, dans nos rayons, on en avait quelques-uns, quelques références. Donc, c'était pas un sujet nouveau chez Picard. Par contre, ce qui était intéressant avec ce que Philippe Henry a présenté, c'était effectivement à un moment donné, on a eu un double facteur, une grosse demande de nos clients sur les produits en bio. Et quand on a voulu répondre à ces volumes, effectivement, on les a trouvés essentiellement légumes, puisque Picard est quand même fléché plutôt légumes. C'est la gamme de famille de produits qu'on vend le plus de très très loin. On a été les chercher en Italie, exactement là où ça a été dit, et puis en Espagne. Et ça nous a heurté. C'est vraiment ça le fondement de cette démarche bio et qui est devenue locale. Alors effectivement, comme disait aussi Pierre-Antoine, avec au départ, une ambition locale, c'est-à-dire France, c'est-à-dire vraiment essayer de soutenir le territoire, parce que la plupart, la très grande majorité, la plupart, je crois 80% de notre gamme, tout confondu, sont des produits français. Donc ça devenait interpellant que la gamme de produits bio qui était en forte croissance et à l'horizon 2015 ne le soit pas à ce même taux de production française, puisque encore à date aujourd'hui, 50% de nos produits bio, ils sont en dehors de France. Donc effectivement, avec la grande majorité qui est UE, donc c'est deux pays voisins, et puis quelques-uns sur des produits exotiques type ananas, enfin des produits tropicaux entre guillemets qu'on ne peut pas trouver sous nos latitudes ou même sur les latitudes européennes. Donc on va aller chercher un peu plus loin. Ça a été ça la genèse de ces deux gammes de produits. Et donc le deuxième facteur qui a alimenté, c'était la demande prégnante qui arrivait de plus en plus au sein de nos magasins et qui remontait par le canal de notre service info consommateur, c'était d'avoir des productions locales. C'est-à-dire qu'on avait, on a 4 bassins chez Picard pour faire très court. Hein. On a un bassin nord-est, ouest, sud et puis Île-de-France qui pèse à peu près, pour vous donner une idée, 300 magasins chacun. On a 1000 magasins sur le territoire. Et dans toutes les régions, dans ces grands bassins, il y avait de plus en plus de demandes pour avoir des produits, comme vous le disiez, hein, qui étaient en écho avec des territoires et ces spécifications de territoire, comme a très bien dit Philippe, pour dire, oui, je comprends pas que effectivement, quand je suis en Bretagne, j'ai pas forcément des haricots en Bretagne ou des épinards ou ce genre de choses. Enfin, ça pouvait venir de n'importe où sur le territoire. Donc il y avait cette demande de faire quelque chose de plus en plus local. C'est pour ça qu'on a recherché à structurer, grâce au support de la FNAB, au précieux support de la FNAB dont on reparlera plus tard, j'imagine, j'espère. On a été se renseigner au fur et à mesure avec leur accompagnement national et puis régional et puis départemental pour identifier quels étaient les territoires les plus propices à faire émerger des gammes de produits. Alors chez nous, une gamme, c'est 3 produits. Hein, je ne sais pas si vous voyez nos congélateurs, ça fait une partie de congélateur, enfin une descente sur un axe vertical. Et c'est comme ça qu'on a, au fur et à mesure du projet, donc qui a démarré en 2016, quand on s'est vu heurté par cette forte demande de volume qui n'arrivait pas à renseigner avec les filières françaises, on a creusé avec cet accompagnement technique très précieux pour essayer de faire émerger des gammes en sud-est et en sud-ouest. Voilà, donc c'est ça. Donc le cœur du projet, c'était vraiment de se dire comment est-ce qu'on recrée des filières d'approvisionnement, et ça a amené, on va en rediscuter parce que c'est pas anodin, mais de repenser aussi vos chaînes d'approvisionnement pour pouvoir en local fournir vos magasins avec des gammes spécifiques sud-est et sud-ouest.
Super, merci beaucoup. Alors, peut-être pour rentrer un peu plus dans quelque part le détail opérationnel des freins rencontrés, parce que c'est des projets alors qui ont pris du temps à se mettre en place et surtout qui ont appelé à une montée en compétences en interne des équipes, peut-être de nouveaux modes de gouvernance interne. Peut-être qu'on peut un peu élaborer dessus. Pierre-Antoine, si tu veux commencer, comment est-ce que vous êtes Oui. organisé en interne et qu'est-ce que ça vous a amené à faire ou changer dans les modes de fonctionnement pour pouvoir mettre en place ces projets? Bah, déjà, nous, voilà, enfin, quand on s'est lancé il y a 3 ans, clairement, on n'avait aucune connaissance déjà du milieu de la bio. On était très, très bon, je pense, en nutrition infantile, très axé nutrition. Par contre, sur la partie agriculture biologique, clairement, on n'avait pas de connaissances. Donc, ça a été, première chose pour nous, c'est d'apprendre l'agriculture biologique, tout simplement. C'est pour ça donc, grâce à Utopie aussi, on s'est rapproché de la FNAB et de l'ITAB aussi pour justement, aller au plus près de ceux qui connaissent le mieux le sujet en France. Donc ça a été une première chose, vraiment déjà une montée en compétences en faisant preuve d'humilité chez nous. Nous, le deuxième gros frein qu'on a eu, comme je dis, c'est que très vite on s'est aperçu que le local allait être clé sur cette marque. Sauf qu'aujourd'hui, Blédina, Danone, on a une organisation globale d'une multinationale assez classique. Et on s'est vite aperçu que faire du local dans une organisation globale, c'était un frein. Et donc là, je parle aussi bien en termes de ressources. Aujourd'hui, beaucoup de nos achats sont situés aux Pays-Bas. C'était plus compliqué. C'est plus compliqué de développer des filières françaises quand on est basé aux Pays-Bas que quand on est basé en France, dans les territoires. Donc ça a été un premier choix. Et après aussi la partie gouvernance, ça a été de se dire, c'est comment dans cette organisation globale, on prouve que le local, c'est clé pour vendre des produits dans une organisation qui a tendance à plutôt globaliser tout. Donc en fait, il y avait un vrai changement au niveau de l'organisation chez nous, organisation des ressources humaines, et également au niveau de la gouvernance. Donc ça, c'est deux choses qui ont été vraiment fortes pour nous. Et après, évidemment, ce qui a été très clé pour nous, c'est tout simplement une logique d'approvisionnement. C'est OK, on veut du bio, on veut du local, on veut issu de l'agriculture régénératrice. Reste que derrière, on veut mettre aussi des produits en rayon avec une large gamme de. Enfin, nous, en nutrition infantile, ce qui marche bien dans une gamme, c'est que la gamme elle soit très diversifiée. Aujourd'hui, un papa et une maman, ils veulent pas donner à leur enfant un petit pot de carottes 7 jours sur 7 dans la semaine. Donc, il faut clairement plusieurs recettes. Donc, très vite, il a fallu sécuriser des approvisionnements locaux, baby food et bio, en diversité, dans une gamme très large. Donc, forcément, déjà, la partie approvisionnement, ça a été un vrai défi. Et après, ce que je dirais, c'est que nous, un des derniers défis, je dirais, c'est sur la formulation des recettes, où alors, c'était peut-être pas un frein, mais en tout cas, voilà, c'est qu'on a noté qu'au niveau des matières premières biologiques, on a une variabilité plus importante sur les paramètres physico-chimiques, organoleptiques, en fonction des saisons, en fonction des géographies, en fonction de plein de choses, et que c'était beaucoup plus difficile à contrôler que ce qu'on pouvait avoir en conventionnel. Et donc, du coup, on s'est dit, là, clairement, le point, ça a été de se dire, clairement, aujourd'hui, on peut pas faire comme de manière classique. On fonctionne, on fait la recette, on design, on regarde, on fait une étude conso, on voit les besoins des consos, on fait notre recette et ensuite on trouve les matières premières qui peuvent rentrer dans la recette. Voilà. Donc ça a toujours été travaillé, on a toujours travaillé comme ça. Et là, on s'est aperçu que ça marchait pas en fait. Ça marchait pas parce qu'il y avait certaines matières où on avait trop de variabilité. Donc là, on a plutôt fait qu'est-ce qu'on trouve comme matière première, à quoi elles ressemblent, quelles sont leurs variabilités. Donc bon, ça c'est pas facile à établir. Et d'ailleurs, quelle recette on peut faire avec. Donc voilà, donc ça ça a été voilà, c'est pour dire que ce passage en agriculture biologique, ça n'a pas juste été on met un logo bio sur nos produits, mais ça a été vraiment une réorganisation aussi bien au niveau des ressources humaines qu'aussi au niveau de la matière de réfléchir. Et du coup, là, tu touches du doigt l'inversion de la logique de filière dont parlait Jacques Capla aussi en début. Comment, parce que là, vous avez réussi à faire tout ça, mais comment, si tu devais donner des conseils à ceux qui nous écoutent et qui sont confrontés aux mêmes enjeux de centralisation des achats et qui paraît impossible à modifier ou de transformation dans la façon de penser les recettes en partant de ce qui est existant. Comment est-ce que vous avez réussi à convaincre l'organisation en interne que c'était la nouvelle façon de fonctionner et qu'il fallait faire comme ça? Ça partait déjà d'une conviction du haut ou ça a été un parcours du combattant? Nous, il y a plusieurs choses qu'on fait. La première, c'était déjà de prouver, sur la partie locale, c'est clair quand on arrive en disant on veut que les produits français soient faits avec des matières premières françaises. Quand on a des acheteurs qui achètent pour 30 pays différents, ils se disent ok, mais si les Italiens, les Anglais, les Allemands viennent avec la même demande, on va littéralement exploser. Donc déjà, il y a eu
voilà, il y a eu un gros frein à ce niveau-là. Aujourd'hui, c'est comment maintenir cette organisation globale. Après, enfin, tout simplement, on est arrivé en disant que le local, c'était plus un avantage compétitif, mais c'était, en gros, c'est que si on l'était pas, on pourrait pas vendre de produit, quoi. Donc, on est parti sur ce principe-là, c'est de dire, on appelle ça du license to operate chez Danone, mais en gros, c'est de dire, si je le suis pas, je peux pas vendre. Donc, à partir de là, on a prouvé avec des études conso et tout ça, parce que c'est vrai qu'on aime bien faire des études conso, mais c'est de montrer que le local était, c'était en fait, ça faisait partie des règles du jeu, quoi. Donc, à partir de là, du moment où on montre des chiffres business qui font que si on les passe, ça marchera pas, ça nous a pas mal aidé. Et après, voilà, on a été aussi fortement soutenu par des engagements forts du groupe Danone, en particulier sur l'agriculture régénératrice que vous avez entendu. Et puis, c'est vrai qu'on a un président, un PDG qui est très axé sur l'amont agricole et qui croit beaucoup au local. Donc, du coup, voilà, ça a été défendu. Après, voilà, on a proposé des modèles d'organisation humaine. On a détaché des gens d'Amsterdam vers la France. Voilà, on a géré des choses comme ça. Ça a été la première chose. Après, la deuxième chose, c'est vraiment sur la partie formulation R&D. Hein. Je vous dis, ça fait 120 ans qu'on existe, ça fait 120 ans qu'on fait des recettes comme ça. Donc, c'est pas en claquant des doigts qu'on change la méthode. Donc ça, on l'a fait en se trompant. Hein. On a commencé à formuler comme on le faisait de manière classique. Ça n'a pas marché. Enfin, ça a marché sur certaines recettes, pas sur d'autres. Et en fait, à un moment donné, quand on se trompe beaucoup, on s'aperçoit qu'il faut peut-être voir le problème dans l'autre sens. Et ça, on l'a plutôt travaillé ensemble. C'est-à-dire qu'on n'a pas braqué la recherche et développement en leur disant qu'il faut travailler comme ça, mais c'est en disant, voilà, maintenant on peut travailler différemment. Et on a intégré, par exemple, des fournisseurs, en particulier les agriculteurs, dans des discussions avec notre recherche et développement pour pouvoir mieux diversifier ça, quoi. Super. Merci beaucoup. Et du coup, pour vous, Gérald, j'imagine que ce que dit Pierre-Antoine, ça fait aussi écho. Et vous avez peut-être eu même des enjeux particuliers, parce que vous mentionnez aussi vos exigences qualité chez Picard et comment les retrouver et potentiellement aider à se professionnaliser des plus petits producteurs dans vos régions d'approvisionnement. Oui, alors nous, ouais, alors il a tout dit, hein, c'était assez, on était assez proches dans le fonctionnement. Nous, alors on avait un sponsorship qui était pas aussi, enfin pas aussi aussi au niveau entre guillemets, mais on avait cette volonté, on a vu ces gammes comme des poissons pilotes, des projets pilotes. On nous a donné une grande autonomie pour avancer, mais ça nous a été confié à nous, au développement durable, c'est-à-dire vraiment en dehors de l'approvisionnement classique, c'est-à-dire ça a vraiment été vu comme un OK, essayons de réconcilier, enfin essayons de tenter quelque chose qui n'avait jamais été fait chez Picard, parce que chez Picard, on a la particularité d'être du surgelé. C'est quand même quelque chose que j'ai pas évoqué. Et donc, du coup, notre interlocuteur classique, ce sont des industriels, transformateurs, surgélateurs. On est assez peu connecté, j'imagine, comme Bédina, peut-être plus facilement aux agriculteurs en direct. D'où le fait de s'appuyer avec la FNAB et dans les territoires de la FNAB, avec des personnes qui, comme il l'a très bien dit, connaissaient les territoires, connaissaient les personnes et pouvaient trouver ceux qui pouvaient être intéressés pour aller vers les légumes industrie, même si nous, on ne se voit pas vraiment comme encore un industriel, enfin, une taille industrielle. Les freins, ouais, c'était ça. Le frein principal, c'est qu'on se retrouve face à des acteurs qui achètent des volumes de façon importante, avec des idées de marketing. Chez nous, c'est très axé. Il y a toujours des nouveautés, des découpes, des goûts, des variétés, des choses différentes. Donc effectivement, c'était le driver classique, c'était la tendance, c'était ça. Et en fait, on a tout de suite souhaité à ce qu'il y ait une co-construction, une écoute de tous les acteurs, puisque en fait, on a été vraiment trois acteurs associés sur ces projets, et qui a donné d'ailleurs lieu à l'esprit de la loi Egalim, c'est-à-dire créer quelque chose de tripartite, qui est créé solidaire dans le temps. Donc c'est ce qu'on a fini par faire, mais je reviendrai peut-être plus tard. Et voilà, donc on a identifié des acteurs dans les territoires, et après effectivement on a vu ce qu'ils étaient capables de proposer, et en fonction des variétés, ça posait des problèmes, hein, comme Pierre-Antoine a dit, sur nous, tout ce qui était organoleptique, le goût, les découpes, voilà, les rendements n'étaient pas forcément les industriels. Il a fallu dans cette démarche locale, on a cherché à trouver des transformateurs locaux, c'est-à-dire qui appartiennent aux régions. Ils sont pas toujours de la taille qu'on souhaitait, c'est-à-dire ils peuvent être dans certains territoires gigantesques,
Et donc, ça collait pas à l'esprit qu'on voulait faire de quelque chose qui était produit en local, transformé en local et distribué en local, puisque aujourd'hui, ces deux gammes-là, elles sont distribuées dans 4-5 départements qui sont autour des bassins de production et de l'unité industrielle de transformation. Donc, ces acteurs de transformation ne savent pas faire toutes les découpes qu'on souhaitait. Donc, forcément, les rendements n'étaient pas là. Donc, forcément, les acheteurs n'étaient pas heureux d'entendre que les rendements n'étaient pas là. Donc, on a fini par créer un énorme tableau de bord. Et on a, avec ce énorme tableau de bord, listé toutes les exigences et les contraintes de chacun des acteurs, les agriculteurs, les transformateurs et puis le distributeur. Et effectivement, nous, on a un ADN fort Picard sur la qualité des produits. Et là, ça a été des grands moments, enfin, quand même, de réussir à faire, quand on parlait, enfin, des mots que moi-même je ne maîtrisais pas, les barèmes de blanchiment, les analyses nitrates, les analyses produits phyto, les métaux lourds, enfin voilà, toutes ces dimensions qui chez nous étaient des automatismes et qui sont à un moment donné, qui ont été compris par les industriels, mais en arrivant aux OP, des fois c'était un peu des découvertes, parce que pour la plupart, ils allaient effectivement vers le circuit, comme a dit Philippe Frey, enfin, de la vente, les marchés en local, en proximité, pas du tout dans l'habitude de faire de produire ce genre d'analyse. Et nous, on a un nombre de circuits, enfin de validations internes qui, pour que ça puisse ne serait-ce qu'arriver dans nos plateformes de distribution, il faut qu'on ait un certain nombre de garanties de documents qui soient produits, donc avec des rétro-plannings des fois surréalistes. C'est-à-dire que des fois, là, à date, pour nos prochaines gammes qu'on veut sortir, on y travaille un an, voire 18 mois à l'avance. C'est-à-dire qu'on est déjà en train d'organiser tous les tests de dégustation, les essais, les découpes, et puis l'organisation de tout ce qui est protocole process pour valider que les contaminations d'allergènes, quel contenant va contenir telle production et ne va pas être utilisé pour derrière quelque chose d'autre. Enfin, tout ça, ça a été Du coup, fantastique. c'est un peu un des éléments clés de la construction de filière. Alors, c'est comment, et je sais que c'était un peu la même chose sur Blédina, mais c'est comment est-ce qu'on arrive à un moment donné à mettre tous les acteurs autour de la table pour comprendre les contraintes, les enjeux de chacun et de trouver un compromis, un juste milieu. Ok, super. Peut-être on pourrait creuser, et notamment avec Gérald et Stéphanie, dans un premier temps, le déploiement sur le terrain. Donc, côté Picard, l'enjeu était plutôt de s'organiser pour essayer de structurer une filière d'approvisionnement en local. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu, Gérald et Stéphanie, de la manière dont votre partenariat a fonctionné? Je sais que la FNAP a donc joué un fort rôle sur le terrain d'identification des partenaires. Vous pouvez parler, nous expliquer un tout petit peu comment vous êtes organisé et à quelle fin? Stéphanie. Eh ben, juste dire déjà qu'effectivement, il y avait un partage commun du projet qui était important au départ. Je pense que le fait que Picard veuille faire de la bio locale nous a évidemment fortement intéressés et c'est pour ça qu'on s'est investi sur le sujet parce que ça fait partie un peu de notre ADN et de l'ambition de la FNAP de développer des filières bio locales. Et puis donc après, donc une ambition politique partagée et donc une confiance réciproque sur le fait qu'on pouvait avancer ensemble. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour réussir le projet, parce qu'on voit que c'est pas simple d'un côté comme de l'autre. Du côté des agriculteurs, évidemment, il y avait des appréhensions très fortes de travailler avec un groupe industriel tel qu'il l'était dans l'imaginaire voilà, des producteurs et productrices, et que c'était important de dépasser ces appréhensions pour avancer. Et je pense que c'est un peu le même principe qu'on a eu avec Blédina d'ailleurs. Hein. Et donc du coup ensuite effectivement c'était comment on met en lien, on se met en lien les uns les autres et on comprend les problématiques des uns et des autres. Et pour nous c'était extrêmement important que Picard comprenne les problématiques de la bio et de ses enjeux concrètement agronomiques sur le terrain, pour pas reproduire finalement ce qu'on avait vécu en conventionnel, c'est-à-dire la spécialisation et l'industrialisation de la bio, sans tenir compte finalement des enjeux techniques et d'emmener des acteurs au casse-pipe en fait, hein, des agriculteurs au casse-pipe. Et donc ça a pris du temps. Et je pense que c'est important aussi de se dire qu'il faut prendre ce temps-là
Et Picard a pris ce temps et a accepté de financer sur plusieurs années ce projet pour que ça puisse se construire de manière sereine et partagée et de mise en confiance en fin de compte. Et donc derrière, effectivement, nous, on s'est appuyé sur notre réseau, nos réseaux locaux pour repérer des agriculteurs et agricultrices qui seraient potentiellement intéressés par le projet, pour les accompagner ou voire potentiellement à accompagner des agriculteurs qui livraient déjà Picard pour passer en bio. Donc on avait soit les deux thématiques, hein, soit trouver des nouveaux producteurs, productrices, soit accompagner ceux qui étaient déjà chez Picard, et puis s'appuyer sur notre réseau local de techniciens et techniciennes pour démarrer le projet et faire en sorte que, effectivement, à la fin, on arrive à obtenir des produits qui puissent rentrer dans la chaîne de surgélation. Est-ce que c'est une façon de fonctionner? Ah, vas-y, Gérald. On apprend encore, on apprend tous les jours. À chaque récolte des gammes, des familles de légumes, on rencontre de la réalité. Et je vous garantis qu'en interne, il y a toujours des réactions. Voilà, tout évolue, les mentalités évoluent, et c'est un vrai challenge. Mais moi, je trouve que c'est hyper intéressant à accompagner, à entendre. Déjà, ça me met beaucoup dans l'humilité sur beaucoup d'aspects. Et voilà. Et quand on a finalisé en fait un contrat tripartite, hein, et donc là on va jusqu'à notre service juridique qui ne sait même pas par où on démarre, qui heureusement est accompagné de Samuel, dont j'espère qu'on entendra un témoignage s'il veut bien prendre la parole. Parce que là, on avait tout à faire. On avait une page blanche, donc on a voir des avocats, voir comment on devait créer cette solidarité, avoir le go de tout le monde sur toutes les validations des prix, des textures, des visuels, des rendus, enfin des timings. Voilà, heureusement que les techniciens de la FNAB étaient au quotidien pour regarder la petite case qui concernait tel agriculteur pour dire effectivement on veut arriver à telle validation, à tel endroit, à tel moment. C'était un beau voyage. C'est toujours un beau voyage. Faut pas sous-estimer en fait l'ampleur des changements que ça implique, quoi. Non, En interne c'est vrai. mais c'est Mais je pense que ça ouvre les consciences en interne. Nous, ça permet, je pense même que certains découvrent qu'en fait, ils sont connectés à la Terre, quoi. Je caricature, mais qu'en fait, Picard, à un moment donné, c'est un champ. Enfin, au départ, c'est l'agricole, quoi. Du coup, pour le développement durable, c'est assez précieux parce que par exemple, dans un produit, quand on regarde l'analyse de cycle de vie d'un produit et qu'on voit les impacts environnementaux et sociaux, en fait, tout se met au champ. Tout le monde dit, tiens, vous faites du froid, ok, très bien, mais en faisant du froid, on garde des qualités vitaminiques, organoleptiques qui sont figées, qu'on retrouve dans notre assiette quand on le souhaite. C'est la puissance du surgelé. Mais en fait, tout se retrouve là. Et toute la concentration des impacts sont au champ. Donc, c'est bien d'avoir cette organisation qui révèle qu'en fait, oui, il y a des choses à regarder à ce moment-là. Puis vous disiez, c'est quand même aussi un énorme facteur de motivation, d'inspiration et de fierté, une fois le projet accompli pour toutes les personnes impliquées. Comme disait Pierre-Antoine, c'est un bébé. Ouais. Nous, ça a vraiment été mars 2020, gamme de la lancement du Sud-Ouest, certifié avec ce nouveau label FNAB, Bio Français Équitable. On était très fiers. C'était un beau bébé. Ouais. Très heureux. Dans le cas de Blédina, Stéphanie Pierre-Antoine, on était sur une configuration un peu différente parce que là, c'était pas tant l'identification d'agriculteurs déjà en bio sur les catégories de produits qui intéressaient Blédina, on était plutôt dans une logique d'accompagnement à la conversion, notamment des agriculteurs actuels de Blédina. C'est bien ça? Oui. Moi, je peux te laisser parler, Stéphanie, mais c'est vrai que nous, peut-être la différence par rapport à Picard, c'est qu'on a pas mal de relations en direct avec nos agriculteurs, et en particulier, on a des agriculteurs qui nous livrent de la pomme ou de la carotte depuis plus de 30 ou 35 ans. Et donc, nous, le choix qu'on a fait, on s'est dit, quand on a lancé ce programme d'accompagnement à la conversion bio, on s'est dit, nous, ce qu'on veut, c'est quand même privilégier d'abord nos agriculteurs historiques. Alors, c'est pas une récompense, c'est aussi que on sait qu'ils maîtrisent la qualité de nutrition infantile et que nous, cette qualité-là était importante. Donc, du coup, on a demandé de manière volontaire à nos agriculteurs est-ce qu'ils étaient prêts à convertir des parcelles ou l'ensemble de leur ferme.
Et du coup, on a eu des gens qui ont dit oui, d'autres qui ont dit non, qui n'étaient pas prêts. Et donc, du coup, à partir de là, nous, ce qu'on a dit, c'est qu'on n'est pas capable on n'était pas capable de les accompagner techniquement. Hein. Enfin, c'était pas notre métier, c'est pas notre expertise. Et du coup, c'est là où du coup tout l'intérêt de la collaboration avec la FNAB. Et du coup, je te laisse Stéphanie pour dire un petit peu comment vous nous avez aidé là-dessus. Parce que Stéphanie, il y a des enjeux particuliers à la conversion d'accompagnement, que ce soit d'un point de vue technique ou voire même culturel. Oui, oui, tout à fait. C'est vrai que c'est aussi un changement de paradigme pour les agriculteurs et agricultrices d'accepter de se passer de la béquille chimique et de se dire qu'il va falloir recréer de nouveaux équilibres sur les fermes en faisant confiance à la biodiversité et à l'équilibre global. Donc, c'est quelque chose qui peut demander du temps et qui nécessite évidemment un accompagnement individuel et collectif. Donc, on a proposé des accompagnements individuels sur une étude conversion pour faire une étude technico-économique et voir comment c'était possible concrètement sur chaque ferme. Mais on a aussi beaucoup poussé à l'accompagnement collectif des agriculteurs et agricultrices. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, c'est-à-dire organiser des formations collectives sur des thématiques précises. Alors évidemment, on s'appuie sur ce que souhaitent, sur les inquiétudes que peuvent avoir les agriculteurs et agricultrices sur le terrain. Et donc, en fonction de leur souhait de s'informer et de se former, on organise des formations avec des experts extérieurs ou des experts de la FNAB sur des thématiques précises. Et on pousse aussi à faire des groupes d'échange, c'est-à-dire des collectifs d'agriculteurs et agricultrices qui discutent entre eux sur des thématiques précises, sur leurs problématiques du moment. Cette année, j'ai eu tel problème sur ma ferme. Comment vous avez fait? Est-ce que vous avez eu les mêmes problèmes? Si oui, du coup, ça réassure un peu l'agriculteur en disant je suis pas seul et finalement c'est peut-être le climat, l'environnement ou l'année qui fait que j'ai eu ce problème-là. Et si les autres n'ont pas eu le même problème, du coup, comment vous avez fait? Quelles ont été vos pratiques? Et ça permet d'avancer collectivement et d'être finalement en démarche de progrès permanente. Donc, c'est quelque chose sur lequel nous, on pousse énormément. Ce que tu disais, c'était vachement important que ça soit aussi territorialisé, parce que évidemment, les problématiques ne sont pas les mêmes en fonction des territoires. Évidemment, oui, tout à fait. Le climat, la terre, l'environnement n'est pas le même suivant les régions. Et donc, c'est important qu'effectivement, ces groupes d'échange se soient bien sur les territoires pour vous répondre aux problématiques de chaque territoire. Et ça évoque aussi le fait qu'effectivement, les solutions trouvées ne seront pas tout à fait les mêmes, avec des variétés, avec le travail sur des variétés qui ont été adaptées au territoire. Avec effectivement des pratiques culturelles qui peuvent être plus faciles que d'autres suivant la qualité des sols. Donc voilà, dans certaines régions, on peut faire du non-labour, dans d'autres, c'est plus compliqué. Donc, en tout cas, ça demande des adaptations différentes. Donc tout ça, effectivement, c'est des thématiques sur lesquelles on travaille au quotidien avec les agriculteurs et agricultrices de notre réseau. Moi, ça faisait juste une question et peut-être la poser à Jacques et à Philippe. Mais justement, quand les agriculteurs, notamment, s'engagent dans la conversion, alors notamment si c'est potentiellement à l'échelle de l'exploitation, on va partir sur une diversification des cultures. Hein, c'est ce que tu disais, notamment Jacques, pour la résilience des exploitations, pour les rotations et tout ça. Des acteurs comme Picard et Blédina vont pas forcément prendre l'intégralité, enfin, s'approvisionner avec toute la diversité de ce qui est aujourd'hui présent dans les exploitations. Comment est-ce qu'on gère en fait cet enjeu de diversification, mais pour lesquels il n'y aura pas forcément dans le court terme des débouchés? Comment ça se gère au niveau des territoires, au niveau des agriculteurs? Je ne sais pas si vous avez des éléments de réponse parce que ça revient régulièrement comme question. Soit Jacques, soit Philippe, soit les deux. Peut-être Philippe complétera, mais alors, c'est une question qui n'a pas forcément de réponse facile, parce que par définition, ça peut être une impasse. Mais justement, pour moi, c'est une des responsabilités majeures des filières que ça ne soit pas une impasse. C'est-à-dire que il faut
on ne peut pas accepter que ces productions ne soient pas valorisées. Évidemment, ça doit être faire d'interaction, c'est-à-dire que on n'a jamais une seule solution techniquement. Donc les agriculteurs vont chercher évidemment une production qui va être valorisable. Ils vont pas chercher quelque chose qui n'est pas valorisable. Mais ça a été d'ailleurs c'est très intéressant dans la dynamique, l'interaction entre production et filière et dans la dynamique de la bio. Pendant très longtemps, je dirais jusqu'à la fin des années 90, quand des agriculteurs, des groupements d'agriculteurs, enfin des groupes d'agriculteurs passaient en bio, les filières justement ne voulaient pas se préoccuper de cette diversification, de l'apparition de nouvelles productions, le fait d'avoir en céréales des cultures qui étaient absolument inhabituelles pour l'époque. Et ben, la seule solution qu'ont trouvé les agriculteurs bio, ça a été de s'organiser eux-mêmes. C'est-à-dire que par défaut, si les filières déjà constituées ne s'adaptent pas à cette évolution, et ben, la seule solution, c'est de construire à côté. Et en fait, il faut reconnaître et il faut être conscient de ça, c'est que heureusement, les agriculteurs bio ont construit à côté dans un premier temps. Et il faut continuer d'ailleurs. Moi, je pense qu'il faut aussi construire à côté. Si on veut qu'une économie qui est en plus aujourd'hui extrêmement fragile et extrêmement discutable sur plein d'aspects, si on veut que cette économie mondialisée ne s'effondre pas, il ne faut pas juste modifier l'existant, il faut aussi titiller, il faut aussi ouvrir des nouvelles manières de fonctionner. Et en fait, c'est ce qu'ont fait les bio dans un premier temps. Ils ont créé des filières, des coopératives céréalières spécialisées, parce que les coop céréalières conventionnelles ne s'intéressaient pas aux productions bio. Ils ont créé des groupements d'éleveurs spécialisés, parce que les groupements d'éleveurs conventionnels ne voulaient pas prendre les types d'animaux qu'ils avaient, qui n'avaient pas les bonnes conformations, etc. Et donc, ben, voilà, la première réponse, c'est on s'organise à côté. Et j'ai envie de dire, si les filières déjà présentes ne savent pas voir ça et évoluer, bah, elles vont perdre la main. Ce qui est intéressant dans le cas de Picard ou de Blédina, c'est que justement, c'est d'avoir voulu répondre à ça. Donc, c'est assez intéressant. Super. Alors, je crois qu'on a perdu Philippe. Il voulait peut-être pas répondre à la question. J'imagine que tu reconnaîtras. Non, elle est trop complexe. Ok. Alors, peut-être maintenant, on pourrait aborder un point qui est absolument crucial, qui est celui de la valorisation de ces productions et donc la construction du prix. On a eu deux approches différentes chez Blédina, chez Picard. Peut-être on peut commencer avec toi un peu, Pierre-Antoine, et puis Stéphanie. Comment est-ce que, au cœur du projet de Blédina et des récoltes bio, c'était bien celui du juste prix, de la juste rémunération, tu en as parlé un peu en introduction. Comment est-ce que vous avez travaillé sur la construction de ce prix et de manière générale sur les nouvelles modalités de contractualisation qui diffèrent de vos autres approvisionnements? Oui, alors du coup, nous, c'est vrai que la partie rémunération, ça a été un long débat, en tout cas en interne, de savoir si on parlait de prix équitable, est-ce qu'on allait vers du commerce équitable labellisé, est-ce qu'on allait vers du prix juste. En tout cas, ce qu'on a commencé à faire, c'est on s'est dit on va d'abord faire une étude, et c'est là où aussi on a travaillé ça avec la FNAP, parce qu'on savait que la FNAP avait un outil d'accompagnement des agriculteurs, justement la détermination du vrai prix de revient. Et j'insiste vraiment, on parle de prix de revient, on parle pas de coût de production, parce que c'est vrai que très souvent on entend parler de il faut payer les coûts de production. Enfin oui, si on paye les coûts de production d'un agriculteur, à la fin il se paye pas, il a pas d'assurance, il gère pas ses aléas. Donc pour moi c'est pas la bonne chose. Et du coup l'objectif c'est on s'est dit bon on va prendre les matières iconiques de la marque. Donc on est parti sur la pomme bio, la poire bio, la carotte et la pomme de terre bio. Voilà, ce sont nos matières les plus importantes en volume dans la gamme, et aussi ce sont les matières qu'on met le plus en avant parce que ce sont les premiers fruits et légumes qu'on donne à nos bébés. Et on a fait l'exercice, donc par exemple sur la pomme bio, on a fait l'exercice avec 2 coopératives, donc sur 2 territoires différents. Et donc du coup, c'est un module de formation qui a permis en tout cas via un outil, qui est un outil, mais aussi avec la derrière à ces agriculteurs-là de déterminer un petit peu leur prix de revient qui inclut à la fois évidemment leur coût de production, mais qui inclut aussi quel salaire ils veulent se verser, qui inclut également un aléa, alors que ce soit climatique ou un aléa par exemple sur de l'alternance de production sur une culture arboricole. Et en fait, à la fin, voilà, ça sort un prix. Ça sort un prix par agriculteur. Les coopératives travaillent ensemble pour avoir un prix unique. Et ensuite, on a une restitution qui nous a été faite. Et en fait, voilà, nous après, l'objectif c'était d'avoir ce prix-là et de se dire, on n'a pas fait le travail classique et de dire l'industriel donne un prix cible, c'est bon, c'est pas bon, et on part là-dessus. Là, ils sont venus avec un prix.
qui était un prix de revient. Du coup, donc il y a un prix sur lequel l'agriculteur, avec ce prix-là, sait que il couvre ses charges, il se verse un salaire et il peut prévoir ses investissements à l'avenir. Et du coup, nous, la question, c'était de se dire aussi, c'est comment on intègre ce prix-là aussi par rapport à notre pression qu'on peut avoir au niveau de la clientèle et des consommateurs. On peut pas augmenter le prix principal. Et donc, du coup, là, il y a des filières sur la pomme bio, par exemple, où on a réussi à implémenter ce prix-là aujourd'hui. Des filières sur la poire bio, où on voit qu'on a encore des efforts à faire. On a encore des efforts à faire, nous, de notre côté, sur la partie valorisation du produit fini, et aussi les agriculteurs sur des notions de baisser les coûts de production ou améliorer les rendements sur certaines cultures. Et après ce prix-là, en fait, on l'a pris, on s'est dit, OK, faire du prix juste, c'est bien. Par contre, si on s'engage pas sur du temps, c'est pas bien. Donc l'objectif, ça a été de le mettre en place sur des contrats de 5 ans, alors qu'on travaille plutôt avec des contrats d'1 an. Donc voilà, c'est des contrats de 5 ans aujourd'hui qu'on a avec ces agriculteurs en bio en intégrant ce prix-là. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'on a fait sur nos filières principales. Et là, l'objectif, c'est de voir comment on peut le déployer sur d'autres fruits et légumes en question. Le plus compliqué pour moi, c'est quand même arriver de le décorréler du prix marché. Enfin, ça reste une réalité, c'est que quand on a un prix de revient qui est plus supérieur au prix marché, je pense que c'est assez facile pour les agriculteurs et coopératives de l'appliquer. C'est quand le prix marché, au début, quand on a commencé à faire l'exercice, le prix marché était très tendu, parce qu'il y avait quand même des équilibres entre la production et la consommation. Et là, forcément, c'est un petit peu plus compliqué de convaincre quelqu'un de dire, je te paye à ce prix-là qui est inférieur au prix marché. Mais tout l'enjeu, dès l'origine du projet, était de se dire, il ne faut pas qu'on assiste à une dépréciation du prix de la bio et il faut maintenir et continuer à valoriser, non? Alors oui, évidemment, nous, l'objectif, c'est aussi de valoriser derrière auprès du consommateur. Alors après, on peut pas faire ça à tout prix non plus. Je l'ai dit, nous, on vend en grande et moyenne surface, on reste sur des produits. L'objectif, nous, c'est de nourrir le plus grand nombre. Donc, on n'est pas juste là pour nourrir les 10% des Français les plus riches, mais pour nourrir l'ensemble de la population. Donc, pour moi, c'est vraiment cette question-là. Et ce que disait Philippe Henry tout à l'heure, c'est vrai, c'est cet équilibre entre comment on assure une bonne rémunération de l'agriculteur, mais pas que de l'agriculteur, de l'ensemble de la filière, parce que il y a l'agriculteur, il y a le transporteur, il y a le transformateur, et à la fin, il y a le consommateur. Il faut aussi que ce soit équitable pour le consommateur. Donc, du coup, c'est comment on arrive à gérer cet équilibre-là. Je dirais que c'est encore une question qui est pas facile à répondre. Donc, pour moi, il y a vraiment une notion d'éviter la dépréciation on va dire, d'une logique d'offre et demande classique qu'on peut voir, et c'est vrai qu'on commence à l'avoir, et commence à avoir un petit peu de pression sur les prix du bio, pour maintenir vraiment ce niveau de rémunération nécessaire pour les agriculteurs, mais aussi derrière, comment ne pas être dans une flambée des prix pour le consommateur, quoi. Donc pour moi, il y a aussi tout un travail qui doit être fait sur l'accompagnement des agriculteurs pour, alors j'aime pas le mot compétitivité, mais en tout cas, c'est de continuer d'être dans une démarche d'amélioration continue au niveau de la production agricole aussi, qu'elle soit qualitative, parce que la qualité c'est clé, mais aussi économique, on va dire. Super, merci. Stéphanie, est-ce que tu veux rajouter quoi que ce soit par rapport à la logique et l'accompagnement? Parce que vous accompagnez aussi les agriculteurs. Du coup, c'est pas juste un outil, c'est l'accompagnement terrain des agriculteurs pour les aider à définir leur coût de revient. Est-ce que tu veux rajouter des choses par rapport à ce volet? Oui, non, c'est repréciser qu'effectivement, pour nous, c'est un enjeu très fort d'accompagner les agriculteurs et agricultrices pour qu'ils définissent réellement c'est quoi leur prix de revient et leur prix juste, et que ce soit en filière longue ou en filière courte, c'est important pour nous. Et donc, effectivement, on commence bien par c'est quoi l'objectif de rémunération pour ces agriculteurs et agricultrices et l'objectif de rémunération de leurs salariés sur les fermes. Et donc, on inverse complètement, effectivement, là aussi le paradigme, c'est qu'on ne parle pas d'un prix de vente et puis après on voit si potentiellement on peut être payé à la fin du mois. C'est on se fixe une rémunération et une juste rémunération, et ensuite on inclut effectivement les charges opérationnelles, la thématique de recherche et développement, c'est-à-dire le travail sur les nouvelles variétés, les nouvelles techniques culturales, l'adaptation au climat qui se fait en permanence sur les fermes, en fin de compte, puisqu'on est en lien direct avec la nature, et donc il faut être en capacité de réagir tous les ans un peu différemment. Le besoin de fonds de roulement des fermes, la marge de sécurité et le risque climatique qu'on inclut de plus en plus, parce qu'effectivement, ça devient une pression
supplémentaires très importantes sur les fermes et sur lesquelles il faut absolument que dans le prix, on soit dans ce prix de revient, on inclut ce potentiel risque climatique avec des années avec peu ou pas de production parfois. Donc, c'est finalement prendre en compte la production d'aujourd'hui, mais aussi les conditions de production de demain sur les fermes. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui se confronte directement au prix du marché, c'est évident, puisque aujourd'hui, on ne fonctionne que par la thématique marché, offre-demande, et à aucun moment on ne prend en compte finalement, on a pris en compte, y compris en conventionnel, hein, ces thématiques de la rémunération, parce que finalement, si ce travail était fait en conventionnel, je pense que cette thématique prix, elle ne serait pas si différente avec le différentiel de prix bio-conventionnel ne serait pas si différent et on changerait de façon de faire globalement sur l'ensemble des filières. Donc, c'est quelque chose qui est pour nous est fondamental, et sur lesquels on veut finalement emmener la bio demain. C'est aussi, ça fait partie aussi de la thématique du changement d'échelle de la bio et des filières bio, l'enjeu des filières bio demain en France, mais partout en Europe, c'est l'inclusion de critères sociaux et en particulier des critères de rémunération des producteurs et productrices qui nous paraît fondamental pour la pérennité de la bio. Et puis, une dernière thématique qui nous paraît importante dans les années qui viennent, c'est quand même la thématique de la transmission des fermes. C'est-à-dire que dans les 10 ans qui viennent, la pyramide des âges des fermes, c'est finalement 50% des agriculteurs et des agricultrices qui vont partir en retraite et donc des nouvelles personnes qui vont arriver. Et comment, finalement, on rend ce métier attractif si on n'a pas une rémunération juste, c'est juste pas possible. Donc, autant la bio peut attirer par le sens qu'elle donne dans le métier sur l'impact sur l'environnement et attire de nouvelles générations, autant il faut que cette bio, elle soit rémunératrice pour que c'est vraiment un sens complet et nécessaire finalement pour tous, quoi. Complètement. Bah, du coup, ça fait une bonne transition pour Gérald parce que, donc, évidemment, il y a eu tout un travail aussi sur la construction du prix, voire même sur certaines filières. Vous êtes allé un peu plus loin avec la co-construction d'un label et l'utilisation d'un label bio français équitable de la FNAB. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Ouais, tout à fait. Donc nous, au fur et à mesure qu'on a avancé, c'est effectivement cette juste rémunération des producteurs, elle était aussi au cœur de l'esprit du projet. Alors l'handicap du local, c'est que nous, on a entre guillemets dans ce projet un handicap, c'est qu'on n'a pas assez de magasins dans la dimension locale. Du coup, on est limité. Enfin, je sais pas quelle est la distance entre celui qui est au nord, sud, est, ouest, mais on a globalement dans les deux régions 100 magasins qui absorbent les volumes dans ces deux projets. Et 100 magasins, ça fait des tonnages qui sont ce qu'ils sont, avec les légumes choisis dans ces territoires. Donc, avec des fois des hypothèses ou un no man's land, pas d'idée du tout sur ce que ça allait donner. Du coup, effectivement, on n'a pas été jusqu'à 5 ans comme chez Blédina, mais nous, on a fait 3 ans pour justement essayer de donner cette visibilité économique à ces agriculteurs et leur permettre effectivement de réduire le prix, le cas échéant, pour qu'effectivement, ils ne soient pas complètement déconnectés de l'accessibilité qu'on souhaite quand même pouvoir proposer à nos clients. Donc, comme on avait déjà donc, ce caractère local, la dimension longueur de la contractualisation, en fait, on a rajouté les quelques dimensions qui étaient liées au cahier des charges très strict de l'équitable. Et donc, le reversement du 1% sur le chiffre d'affaires de vente de ces gammes de légumes. Et la FNAB, du coup, nous a proposé en disant, bah, écoutez, nous, Stéphanie, vous m'arrêtez dès que je dis une bêtise, mais voilà, ça correspond à ce qu'on souhaite faire. Donc, on peut vous proposer de créer un label qui marquera cette dimension équitable Nord-Nord. Voilà, contrat co-construction, esprit, loi Egalim, etc. Donc, on a été très heureux de cette proposition qu'on a acceptée. Et nous, aujourd'hui, voilà, on compte entre guillemets sur ce crédit, sur ce label, sur cette dimension, alors qui est
très malheureusement avec le Covid, hein, sortie de la gamme en mars 2020, on n'a pas pu faire toute la promotion qu'on souhaitait faire pour mettre en avant toutes ces dimensions, donc, notamment la juste rémunération des producteurs. Donc on a fait de l'affichage en magasin avec des supports, un isolement, enfin, dans le bac, un pancartage précis qui montrait cette dimension hyper locale avec des agriculteurs pas très éloignés du magasin dans lequel nos clients viennent chercher cette gamme. On aspire à le faire beaucoup mieux dans les années à venir si les conditions sanitaires nous le permettent pour pouvoir faire savoir. Et puis on espère que nos clients, au fur et à mesure, comprendront la logique de cette gamme, ce qu'elle sous-tend derrière, ce qu'elle entend, et puis que le positionnement prix soit acceptable. Aujourd'hui, nous, on arrive, ça se passe très bien au niveau des ventes en ce moment. Le surgelé, j'imagine, est vu comme une valeur refuge d'un point de vue qualité. Et puis, j'imagine que la proximité de nos magasins, le fait qu'on voit moins de monde, effraie peut-être moins de monde. Donc, on vend un peu tout. On a plutôt des problèmes à remplir nos congélateurs en ce moment. Donc, on n'est pas en capacité de savoir si aujourd'hui, ce positionnement de prix sur cette gamme équitable, il est loin ou pas. Mais on espère qu'il n'est pas. En tout cas, à date, il ne se voit pas. Tout est consommé, on est content. On espère que ça va durer pour pouvoir multiplier ces projets dans d'autres régions. On pense déjà à 2 autres régions pour les années à venir. Et on souhaite pouvoir donner rendez-vous comme ça à nos clients chaque année sur des nouvelles régions avec des gammes. Parce que le peu de promotion qu'on en a fait conjointement avec la FNAB en mars dernier, un tout petit peu en amont du salon de l'agriculture, pour les réseaux sociaux, ça a été plébiscité. Et chez nous, ça a été interpellant, quoi. Enfin, les services communication sont venus nous voir en disant mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez fait sur le développement durable? Ça a été criant. On a eu un score. La personne n'avait jamais vu ce qui s'est passé. Enfin, ces chiffres-là. Donc il y a réellement une écoute. Et quand c'est bien fait et qu'on explique parfaitement l'approche, la démarche, il y a en tout cas des gens, beaucoup de consommateurs qui sont en attente. Super. Stéphanie, tu veux rajouter des choses par rapport à l'ambition que vous portez avec ce nouveau label? Eh bien, l'ambition première, c'est ce qui a été voté, hein, c'est les critères du commerce équitable. Donc, c'est le respect de la loi, effectivement, de 2014 qui définit le commerce équitable en France, hein, avec 5 critères principaux. C'est l'engagement, effectivement, des acteurs sur le long terme, donc au minimum de 3 ans, voire plus. C'est la prise en compte, effectivement, d'un prix juste et rémunérateur pour les producteurs et productrices. C'est le travail en collectif, c'est-à-dire que ce sont les producteurs et productrices doivent être dans des organisations économiques ils soient organisés collectivement. Et puis c'est le reversement d'une prime de développement pour l'organisation économique pour aider à structurer les filières. Et enfin, c'est la participation à la sensibilisation et l'éducation des consommateurs au commerce équitable. Donc, c'est vrai que Picard rentrait dans tous ces critères-là. Et donc, c'est pour ça qu'on a souhaité lancer notre label Bio Français équitable sur ce partenariat. Et notre ambition, évidemment, c'est de continuer à aller plus loin sur certains critères, puisque le constat qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui, la réglementation bio, finalement, elle a été révisée ces dernières années. Elle n'évoluera pas dans les 10 ans qui viennent. Et nous, on pense qu'il y a des demandes sociétales très fortes ça a été dit d'ailleurs par Philippe Henry en début de réunion, sur lesquelles il faut que la bio évolue et soit en démarche de progrès permanente. Elle a une bonne longueur d'avance sur l'environnement, mais elle ne doit pas s'arrêter là. Et donc, notamment, aller plus loin sur des critères d'impact climatique, sur des critères de biodiversité, engagement sur de la biodiversité et sur le bien-être animal. Donc, ce sont des briques supplémentaires qu'on souhaite inclure dans ce nouveau label dans les années qui viennent, en partenariat évidemment avec les agriculteurs et les agricultrices, puisque c'est eux au départ qui font les pratiques. Donc, c'est s'appuyer sur les pratiques des agriculteurs et des agricultrices pour mettre en avant ces engagements sur des critères supplémentaires.
et évidemment en partenariat avec des acteurs économiques qui peuvent être intéressés par ces engagements supplémentaires et qui a l'ambition finalement de tirer la bio vers le haut. Super, merci beaucoup. Alors, je suis sûre qu'on aura des questions sur ça. Il nous reste 5 minutes et je sais qu'on a pas mal de questions, une question très intéressante pour tous les membres du panélisme. Donc, je vais absolument préserver les 30 minutes de questions-réponses. Peut-être juste sur les 5 dernières minutes, question pour Philippe, Stéphanie, Jacques. Là, ce qu'on vient de se dire, c'est qu'évidemment, le nerf de la guerre, le plus important, c'est d'arriver à une bonne appréciation des prix, des coûts de revient et donc d'une contractualisation qui est juste et rémunératrice pour tous les acteurs d'une chaîne de valeur. Mais en termes de évolution de la PAC au niveau européen, on sait qu'il y a aussi des fonds spécifiques, le Fonds Avenir Bio. Est-ce que les entreprises, à l'instar de Blédina, de Picard, qui s'engagent, peuvent aussi bénéficier d'aides publiques pour aider et accompagner et accélérer cette transition agroécologique? Je ne sais pas si Philippe, peut-être, si tu veux… Peut-être oui, peut-être un très rapide tour par le Fonds Avenir Bio, puisqu'il vient d'être cité. Effectivement, il est à la disposition des entreprises, mais pas que, mais entre autres à la disposition des entreprises avec l'objectif que ce soit des projets structurants. L'important, c'est ça. Et dans ce qu'on vient d'entendre ce matin, ce rapport entre la production, la transformation, voire la distribution, c'est exactement ça qu'il faut travailler et c'est exactement dans ce sens-là qu'on essaye de distribuer ces fonds à bon escient. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'il faut qu'on ait absolument l'effet de levier dans ces fonds-là. On a 13 millions d'euros aujourd'hui, c'est très bien, mais il faut que ça ait un effet de levier, c'est-à-dire qu'il faut que ça irrigue l'ensemble des filières et dans le sens qu'on vient d'évoquer. Et je profite d'ailleurs de ça ça a été évoqué ce matin par plusieurs intervenants. La question du changement climatique, elle nous impacte fort. Elle revient là, et on sait très bien que c'est la diversité des productions, c'est la diversité de l'agriculture qui fera qu'on sera résilient. On voit bien toute la difficulté quand on commence à ne plus spécialiser mais à diversifier, et ben ça remet en cause les filières de collecte, les filières de transformation, ça remet en cause tout le monde. Mais je pense qu'on a vraiment une carte à jouer. Quand je disais tout à l'heure que l'agriculture biologique était un moteur de la transformation agroécologique, elle est aussi un moteur la nécessaire transformation pour l'adaptation au changement climatique. Et c'est parce que nous serons nombreux et que nous discuterons ensemble et que nous serons dans un collectif que nous arriverons à faire face à ça. Je crois beaucoup plus à cette dynamique-là qu'à une dynamique, on va dire, technologique qui certes apportera des bouts de solution, mais ce ne sera toujours que des bouts de solution. Il faut retravailler la diversité à la fois agricole, mais à la fois dans notre économie. Super, si je peux rebondir sur cet aspect. Office de conclusion. Oui, vas-y, Jacques. Oui, parce que c'est vraiment un aspect important sur lequel je voulais dire 2 mots, et j'abonde complètement, et j'ajouterais à la dimension diversité, la dimension taille raisonnable, c'est-à-dire attention à la centralisation, au gigantisme, et c'est un aspect qu'il faut toujours avoir en tête sur ces sujets-là, parce que le commerce équitable, dans son mode de contractualisation, son mode de reconnaissance aujourd'hui dans le commerce équitable Nord-Nord, il faut être en collectif. Alors le collectif, c'est très bien, mais attention à ne pas encourager paradoxalement la logique de regroupement-concentration dont il faut justement qu'on sorte au niveau économique, parce que la diversité dont vient de parler Philippe Henry très bien, qui permet la résilience, elle le permet si elle est aussi assise sur des petites structures autonomes qui vont effectivement travailler ensemble, mais en ayant une autonomie de fonctionnement. Et je pense que des groupes comme Danone, en l'occurrence pour Blédina, ou même Picard, doivent aussi se poser ce genre de questions. Et la construction de filières de commerce équitable doit aussi se poser ce genre de questions. Par exemple, la marque Biocohérence, qui travaille sur l'idée d'introduire le commerce équitable pour s'élargir à des filières plus longues que ce qui n'était le cas au départ, prend soin de garder aussi la possibilité pour les petits agriculteurs isolés d'avoir leur propre valorisation. Et je pense qu'il faut garder cet équilibre dans les différentes démarches qui sont en cours, et il y a d'autres labels qui se créent en ce moment. Ça sera important de garder cette idée de ne pas aller vers la concentration, mais bien toujours penser, il faut redéconcentrer. Et en fait, plus on va avoir un grand nombre, non seulement une diversité, mais un grand nombre d'acteurs qui se coordonnent, plus on va être résilient. Et c'est vrai aussi dans les entreprises, c'est-à-dire que cette dimension d'évolution et cette dimension aussi d'équité,
il faut l'appliquer aux agriculteurs. Il ne faut pas oublier aussi de l'appliquer aux structures, aux filières. C'est-à-dire que la première démarche, c'est normal. C'est comme chez un agriculteur qui passe en bio, il se pose plein de questions sur la manière dont il travaille. Donc là, dans le cas de Picard et de Bédina, on voit bien, c'est super intéressant la manière dont le travail entre les différents métiers finalement va se faire, comment on va se poser des nouvelles questions et tout, et mettre en œuvre de nouvelles relations à l'intérieur de l'entreprise, c'est génial. Mais l'étape suivante, je dirais, l'équivalent de l'étape commerce équitable pour les paysans, c'est aussi de se dire, et comment est-ce qu'on redéconcentre, réautonomise les structures, et comment aussi on assure un partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise. Et je sais que c'est pas simple, hein, mais pour des multinationales, puisque Danone peut être clairement considéré comme une multinationale, la question se pose aussi à un moment donné de réexploser en quelque sorte et de sortir d'un certain nombre de logiques de rémunération des actionnaires, qui est aussi une vraie question si on se pose la question du commerce équitable. Alors c'est peut-être pour un deuxième temps, mais il faut l'avoir en tête. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on rééclate finalement les lieux de décision et les lieux d'action. C'est une sorte de prolongement un peu de ce que vient de dire Philippe Henry. Pour moi, diversité, ça va aussi avec Small is Beautiful. Super, merci beaucoup Jacques. Peut-être en mot de conclusion, Stéphanie, si tu appelles de tes voeux quelque chose, ou si tu veux conclure sur un point précis. C'est vraiment l'idée je pense, de l'approche territoriale qui est extrêmement importante, et je pense que ça intéresse autant les agriculteurs que les entreprises finalement, où on a bien vu que la demande du local et de la proximité est extrêmement forte de la part des consommateurs. Donc pour nous, l'enjeu de la bio de demain, c'est vraiment sortir de la spécialisation des fermes et des territoires finalement, et d'avoir une vraie complémentarité entre les productions animales, les productions végétales. Et quelque part, pour les filières, c'est aussi un peu, toute la discussion qu'on a eue, c'est aussi sortir de la spécialisation des métiers. C'est-à-dire, quelque part, finalement, que le service qualité s'intéresse à la production ou le recherche et développement. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant que Pierre-Antoine nous parle que finalement, il y a eu un vrai dialogue entre les agriculteurs et la recherche-développement de l'entreprise. Et moi, je trouve ça passionnant. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est que les agriculteurs comprennent évidemment davantage les problématiques des industriels et des transformateurs et des distributeurs, mais que l'inverse se fasse aussi. Et je pense que c'est un vrai nouveau dialogue qu'il faut instaurer sur tous les territoires. Et c'est ça qu'on a envie de développer demain. C'est de l'interconnaissance, c'est de la construction, c'est de la collaboration et non plus de la compétition sur lequel le meilleur gagne, quoi, finalement. Et je pense que ce sera de vrais projets partagés collectivement qui feront avancer la bio et une bio extrêmement résiliente et humaniste finalement. Super, merci beaucoup Stéphanie. Et c'est intéressant ce que tu racontes, parce que je pense que la question aussi se pose où on a des pionniers quelque part là qui essaient d'accompagner cet essor, d'accompagner et de s'engager vraiment pour la transition agroécologique. Ce qui va être intéressant aussi, c'est se poser demain la question de coalition d'entreprises qui, face à des enjeux d'importance, aussi s'associent pour essayer d'adresser le problème et de trouver des solutions et de vraiment engager cette transition agroécologique. Donc la massification de la demande pour encourager la transformation sur le terrain. Et juste très rapidement, Pierre-Antoine, Gérald, merci beaucoup du partage de vos expériences. Je pense que ce sera précieux pour ceux qui nous écoutent et vous allez pouvoir répondre aux questions. Est-ce que vous avez peut-être juste pour conclure sur votre prochain défi avec chacune de vos démarches? Gérald, par exemple? Ou Pierre-Antoine? Vous venez de le dire, la massification, nous, c'est ça, le prochain défi, c'est le seul risque de ces gammes, c'est qu'effectivement, en année, avec la situation sanitaire qui s'améliore, c'est qu'il y ait un essoufflement des ventes. Et là, on aura nécessairement besoin, effectivement, d'avoir une massification des appels, qu'on puisse être associé à d'autres acteurs pour pouvoir donner des perspectives beaucoup plus moyen terme de développement économique et essayer de réduire le prix pour que ça, à un moment donné, ça puisse accrocher et raccrocher une cible de clientèle qui serait derrière. Je pense que c'est ça le plus défi. Et Pierre-Antoine? Non, bah après moi ce que je dirais pour nous, c'est cette partie de massification, mais sans l'aspect péjoratif du mot massification, parce que massification, ça me fait penser à globalisation, c'est pas forcément le cas, mais
Nous, c'est vrai on a aujourd'hui, enfin, je vais prendre un exemple, mais c'est vrai qu'on a des filières, où on a des difficultés quand même encore aujourd'hui en France. Je prends l'exemple de la fraise bio pour l'industrie, on n'en a pas, on n'en trouve pas. Et c'est vrai que voilà, c'est ce genre de développement de filière où nous tout seuls, on est trop petits. Enfin, voilà, on n'a pas des besoins suffisants. Et là-dessus, je me dis que voilà, ce serait bien que peut-être des distributeurs ou d'autres industriels, on puisse se mettre ensemble pour faire ce genre de choses. Donc, c'est là où je me dis qu'on a vraiment des intérêts, même entre concurrents, hein, même entre concurrents, à développer des choses ensemble, parce que je pense qu'à la fin, ça sera bénéfique pour les consommateurs, ça sera aussi bénéfique pour nous. Il suffit juste d'apprendre à partager le gâteau, et ça sera aussi bénéfique pour les filières agricoles en France. Super. Merci beaucoup. Nour, je vais te laisser la main pour peut-être partager les questions de l'audience. Oui, bonjour à tous. Donc, Nour Altami, consultante senior chez Etopi, aux côtés de Sophie. Donc, on a beaucoup de questions sur le foisonnement de démarches et la multiplicité des labels. Donc, pour les résumer, et voilà, enfin, ne sont-elles pas un frein au développement de la bio? Et également, ce qui émerge comme enjeu, c'est est-ce qu'il ne serait pas urgent ou intéressant de recentrer sur une sorte de métalabel qui regroupe l'agriculture biologique et l'aspect social, donc les aspects de commerce équitable notamment et de rémunération qu'on a beaucoup évoqués. Donc, en quelque sorte, une convergence voilà, de ces initiatives privées vers un label qui serait pour le coup public. Donc, je vais peut-être orienter la réponse vers d'abord Stéphanie, et puis Philippe s'il souhaite compléter, et puis d'autres intervenants s'ils souhaitent apporter un complément. Alors, oui, juste dire qu'effectivement, notre initiative, elle n'est pas concurrente, mais complémentaire de ce qui existe par ailleurs. Que notre label, il appartient à des producteurs et des productrices, et que la thématique, c'est bien effectivement de valoriser finalement la réalité des pratiques des producteurs et des productrices. Donc c'est important pour nous, c'est ouvert à tous les circuits de distribution, ce qui n'est pas le cas d'autres labels. Et donc du coup, dans un premier temps, ça nous paraissait important d'avancer sur cette thématique du côté des producteurs et des productrices, et de faire en sorte que effectivement il y ait la possibilité d'équivalence, évidemment, avec ce qui existe par ailleurs. Je pense que c'est pas contradictoire, ça peut être complémentaire donc sur certains labels. Et l'expérience veut que peut-être demain, finalement, le fait qu'il y ait plein d'initiatives privées qui émergent comme ça, ça va permettre peut-être au public de se remettre en question et d'effectivement d'avancer sur quelque chose de plus global et de plus collectif. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ça ne bouge pas beaucoup au niveau public. Et donc, il faut que les initiatives privées avancent et travaillent collectivement pour que peut-être demain, l'initiative publique prenne le pas. Philippe, tu souhaites peut-être rajouter un mot? Pardon, est-ce que vous m'entendez là? Oui, c'est bon. Voilà. Pardon, je vais complètement dans le sens de Stéphanie, c'est dans les labels privés que naissent les idées, hein. C'est là que ça se passe. Donc, quelque part, ce foisonnement actuel, il est plutôt, moi je le trouve vraiment, ce bouillonnement, je le trouve vraiment intéressant, parce qu'on est vraiment dans une phase d'idées qui émergent là. Et moi, je fais le parallèle avec l'histoire un petit peu. Les plus anciens connaissent l'histoire des cahiers des charges, et notamment le fait qu'à un moment donné, on a rassemblé des cahiers des charges avec les difficultés que ça comporte, bien sûr, mais aussi avec tout le potentiel de développement que ça comporte. Et je pense que l'un des éléments qui fait que notre agriculture bio est bien développée en Europe, c'est bien parce qu'on a construit un cahier des charges européen. Alors, on est toujours dans quelque chose qui est complexe, parce que rassembler des labels, ou en tout cas avoir la volonté de s'unir à un moment donné, c'est forcément laisser quelque part un petit peu de soi-même. C'est-à-dire qu'on est obligé d'être dans une démarche de compromis qui n'est plus malheureusement tellement en odeur de sainteté actuellement. C'est-à-dire qu'il
il faut qu'on garde l'essentiel et qu'on abandonne le secondaire quand on veut avancer dans cette ligne-là. Mais je pense qu'on peut très bien être dans une dynamique prochainement où on va se poser la question d'une labellisation publique qui, effectivement, quand on regarde ce qui se passe dans les autres pays européens, c'est assez intéressant d'ailleurs. Hein. La labellisation publique, elle donne une dimension supplémentaire. Hein. Donc, c'est quelque part ça. Il faut avoir ça dans la tête quand on travaille ces questions-là. Il y a une dimension supplémentaire qui est apportée par les labels publics et c'est important d'avoir cet horizon-là. Alors, à plus ou moins long terme, il faut avoir cet horizon-là, je pense. Et je précise aussi que ce n'est pas parce qu'il y a une multiplication de labels que la bio, que le cahier des charges européen est rabaissé. Hein. Il faut bien avoir ça aussi en tête. Quand vous regardez un petit peu les échelles, quelqu'un qui passe du conventionnel à la bio a fait un énorme pas par rapport à son système a complètement changé. Les labels viennent apporter quelques briques supplémentaires, mais il ne s'agit pas de dénigrer une bio, on va dire, européenne qui serait mauvaise ou machin. Voilà, on n'est pas là-dedans. On a déjà bien avancé quand on a fait de la bio européenne quand vous regardez le paysage agricole d'une manière générale. Tout à fait. Si je peux ajouter là-dessus, sur ces dimensions, en fait, il y a un risque et un espoir. L'espoir, effectivement, c'est le foisonnement des idées et des initiatives. Ça ne peut que être positif dans ces différents labels qui se créent en ce moment. Le risque, c'est la difficulté pour les consommateurs et les consommatrices de savoir ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que c'est facile de se renseigner sur un ou deux labels. Ça devient beaucoup plus compliqué de connaître tout ce qu'il y a derrière. D'autant qu'il faut bien voir qu'en matière agricole, il y a aussi des labels autres que bio qui communiquent et qui communiquent avec beaucoup de moyens. Je pense au label rouge, etc. Et qui d'ailleurs souvent communiquent de façon un peu abusive par rapport à des plus-values qui sont quand même très limitées et des contrôles qui sont très, très flous. J'ai connu ce que donnaient les labels rouges dans certaines filières d'élevage. C'est sans commune mesure en termes de rigueur et de rigueur de contrôle et de suivi. La bio, c'est vraiment 10 catégories au-dessus. Et donc, c'est dommage qu'il y ait cette confusion. Donc, effectivement, il faut essayer de trouver, de faire en sorte que les consommateurs et les consommatrices de produits bio comprennent effectivement ce qu'il y a dans ces différents labels, les points communs. Et effectivement, il y en a énormément. Donc, il y a effectivement un défi qui s'ouvre aujourd'hui d'aller vers une convergence et en tout cas une explication. Après, historiquement, c'est complexe parce que autant les différents labels bio qu'il y a eu historiquement il y a 30 ans, 40 ans venaient en général de dynamiques plutôt citoyennes et il était assez logique que ces initiatives convergent. Autant aujourd'hui, les labels qui sont créés, je pense à celui de Biocop, celui de la FNAB, sont créés chacun avec une logique, avec une histoire économique qui fait qu'il y a des raisons qui rendent logique de vouloir consacrer un certain nombre de pratiques dans une contractualisation, dans un label, etc. Biocohérence, c'est un peu différent puisque ça se rapproche plus des labels historiques dans sa démarche, même si c'est plus récent, ou Nature et Progrès aussi dans le même genre. Et donc, pour pouvoir se réunir, il va falloir à un moment donné que chacun abandonne aussi une part de sa logique ou de mettre sur la table l'histoire et voir en quoi une convergence peut transcender, disons, les raisons qui ont poussé chacun de son côté à faire son label. Donc, c'est pas forcément simple. Mais je n'ai pas trop d'inquiétude là-dessus. De toute façon, tous ces labels, ils portent à peu près la même chose. Donc, essayons déjà de communiquer là-dessus ensemble, de dire, nous, tous ces labels, nous portons une exigence qui est relativement commune et nous formons une sorte de pool de labels intéressants. Voilà. Tout à fait. Merci Jacques pour ce complément. Effectivement, les labels publics viennent toujours a posteriori et apportent quand même une légitimité et un socle de base intéressant pour les initiatives, pour mettre en valeur les initiatives. Et après, il appartient effectivement à chacun des acteurs de rendre lisibles et pédagogiques les messages clés, les engagements clés qu'ils véhiculent. Si on passe à des questions un peu plus opérationnelles, donc on a des questions plutôt pour Picard et Blédina qui concernent la construction des filières. Donc une première question sur la durée moyenne d'une construction de filière, donc pour l'un et pour l'autre. Je
Ouais, je peux peut-être commencer. Il y a pas vraiment de réponse, il y a pas vraiment de réponse unique, hein. Enfin, parce que moi, si je prends l'exemple, hein, je parlais de la fraise bio pour l'industrie. Aujourd'hui, ça va être long, ça va durer 3 à 4 ans parce qu'on est en train de faire de la recherche variétale sur quel type de fraise il faut utiliser par rapport à quel terroir. Donc là, oui, ça va prendre 3, 4, 5 ans. Ça, c'est clair. Après, il y a aussi des filières en conversion. Nous, ça a pris la période de conversion plus l'accompagnement. Donc, pour moi, il y a pas vraiment de réponse unique. Mais ouais, je dirais que dans l'ensemble, il faut quand même plutôt être patient. Il faut être patient. C'est pas quelque chose qu'on peut développer en 6 mois, quoi. Pour nous, c'est un peu plus rapide. Il y a deux cas de figure, soit la gamme, elle est avec des nouveautés, des choses qu'on n'a pas, des nouveaux produits typiquement qui sont associés à des terroirs et qui nous intéressent parce qu'ils ont cette notion de typicité qui va apporter une valeur ajoutée dans le bac par rapport à ce que le client ou la cliente va connaître régulièrement. Donc là, effectivement, il faut faire tous ces tests de dégustation, de rendement, de découpe avec l'industriel, ça peut, on va dire, 2 ans. Si par contre on est comme dans le sud-ouest avec des légumes plus connus, petits haricots verts, etc., où là on a moins de, on peut réussir à descendre à 18 mois, 1 an, on va dire. Voilà, faut rester patient aussi, mais c'est un peu moins long. Ok, merci beaucoup. Et l'autre question, c'est sur quel est le mécanisme économique d'ajustement sur la chaîne de valeur quand les rendements agricoles sont supérieurs ou inférieurs aux données qui sont dans les contrats. Donc peut-être Pierre-Antoine, si tu souhaites démarrer. Alors nous, ces contrats long terme, on les a signés cette année. Donc c'est tout nouveau. Nous, ce qu'on a décidé en tout cas sur ces contrats-là, c'est qu'on fasse un bilan de campagne chaque année. Donc après la récolte en règle générale, qu'on fasse un bilan de campagne et que lors de ce bilan de campagne, bon, on parle de comment s'est passée la campagne en termes de qualité et en termes d'événements, et qu'on puisse aussi réajuster les hypothèses. Rajouter des hypothèses. Alors évidemment, si les hypothèses ont varié de plus ou moins 5%, on les réajustera pas. Mais par contre, c'est de vérifier si jamais on s'aperçut que, parce que ce qu'il faut voir, hein, c'est qu'à l'instant T, on se met autour de la table et on dit à l'agriculteur, bah, c'est quoi l'hypothèse de rendement que vous allez prendre pour la construction du prix, quoi. Chose qui, quand on est en cours de conversion et qu'on a aucune récolte de bio devant nous, qui est quand même toujours compliqué à appliquer. Donc voilà, l'objectif, c'est aussi de revoir ces hypothèses chaque année et de voir si on est on va dire dans le tunnel qu'on avait prévu, ou est-ce que bon, on a des bien meilleurs rendements, ou est-ce qu'on a des moins bons rendements, et que derrière on puisse faire évoluer aussi le prix en fonction de cette réalité pour l'année d'après. Nous, le rendement, il fait partie de la construction du prix. Donc, il est intégré dans la structure de prix, il est tel qu'il est, il est généralement, une fois que la réalisation enfin, la production est faite, pas très éloigné de ce qui avait été estimé par l'industriel. Donc, pour l'instant, on n'y touche pas. Si effectivement, demain, il y avait un essoufflement des ventes, on regarderait un peu, comme vient de dire Pierre-Antoine, une révision et voir comment on pourrait ajuster soit par sous-massification, il faut plus que je dise, j'ai compris que c'était pas très joli, mais enfin, on trouverait des variables pour soit sur le rendement, oui, soit sur d'autres variétés pour faire augmenter ce rendement. On a justement cette agilité qui est intéressante avec ce projet pour voir quel acteur peut bouger voilà, entre le choix de distributeur de mettre un légume dans un congélateur ou pas, et ce que propose l'agriculteur, on a les 3 acteurs qui peuvent jouer pour faire varier cette composante. Très bien, merci beaucoup. Donc la nécessité de faire des bilans de campagne et d'avoir un dialogue de filière qui soit constructif est effectivement assez clé dans cette question. Donc une dernière question sur la conversion à la bio. Est-ce qu'il existe des accompagnements financiers dans les démarches à la fois de Picard et de l'EDINA? Donc ça a été plus ou moins évoqué durant les échanges, mais si vous voulez juste rapidement repréciser. Bah, côté BIDA, oui. En fait, on a ce qu'on appelait une prime de conversion. Donc, en fait, nous, ce qui se passe, c'est que, par exemple, sur des filières comme la pomme ou la poire, bah,
Nous, du coup, pendant la conversion, on a continué à acheter ces matières-là qu'on a passées dans nos recettes conventionnelles, parce que c'est aussi l'avantage d'avoir une gamme conventionnelle et une gamme bio qui coexistent. C'est juste que ces pommes et ces poires bio, on les a payées plus cher que ce qu'on les aurait payées sur des contrats classiques. Donc c'est un peu voilà, c'est la manière d'avoir cet accompagnement financier, donc qui vient se rajouter à côté des aides publiques qui peuvent être disponibles. Et après, l'accompagnement technique, hein, c'était donc Blédina et le Fonds Danone pour l'écosystème, hein, qui est donc une fondation d'intérêt général avec la FNAP, qui a permis aussi d'en plus de l'accompagnement financier, de proposer l'accompagnement technique, qui est aussi clé pour les agriculteurs pendant la conversion. Oui, du coup, j'en profite pour rebondir, Pierre-Antoine. Il y avait effectivement une question sur l'accompagnement qui avait été pourvu par Blédina à la conversion bio, mais également l'agriculture régénératrice. Donc, quand tu parles d'appui technique, c'est effectivement sur les deux ou Oui. Oui, exactement. Ouais. Parce qu'en fait, nous, l'accompagnement technique, il y a un accompagnement technique vraiment pendant la période de conversion bio. Et après, en fait, il y a plutôt une partie alors c'est plutôt de la recherche appliquée qu'on a aujourd'hui avec l'ITAB, Ouais. sur développer des pratiques agricoles plus durables pour améliorer la qualité du sol en agriculture biologique. Et donc ça, c'est un deuxième pilier qu'on a également. Et voilà, et nous, le financement, il a été clé, hein. Enfin, en 2018, on a fait un peu ce qu'on appelle ce Green Day, où en fait, il y a voilà, pendant une journée, tout le chiffre d'affaires des produits Danone en France. Donc ça a été à peu près un budget de 4,2 millions d'euros qui a été récupéré, qui est dédié au projet d'agriculture régénératrice, dont la conversion bio fait partie aujourd'hui. Et donc ça nous a permis aussi de bénéficier de fonds importants, en particulier chez Blédina, pour pouvoir financer ces programmes-là. Ok, très bien. Merci beaucoup à tous. Sophie, peut-être. On a fait le tour des questions, c'est les principales questions, c'est bon? Parce qu'il y Oui, a non, encore, je peux du répondre, temps, mais hein. Oui. nous, il n'y a pas de sujet, donc c'est pour ça que on n'a pas ce dispositif de soutien. Ça faisait partie du postulat de départ de partir avec des acteurs qui étaient déjà labellisés, certifiés bio. On accompagne on a un autre mouvement d'accompagnement des agriculteurs qui sont en conversion avec un autre compartiment dans les congélateurs qui proposent des produits en conversion. Donc on a cette autre forme de soutien sur les agriculteurs qui sont en conversion. Mais pas sur le projet biolocal, c'était un postulat de départ, une hypothèse de départ. Est-ce que ça donne lieu à une communication un petit peu spécifique? Parce que certains acteurs, je prends l'exemple de Biocop en magasin, souvent on le voit, où justement ils vont flécher des produits issus de surfaces qui sont en cours de reconversion pour faire aussi ce travail pédagogique auprès des consommateurs. C'est des choses que vous avez intégrées de vos réflexions? Oui, tout à fait. Nous, on a un compartiment, un encadré à proximité du bac bio, du congélateur bio. On a un autre qui est juste à côté. Alors, ça dépend de la capacité du magasin, de sa disponibilité dans les congélateurs. Alors, des fois, il le met carrément dans le bac bio, donc avec un empare spécifique. Et très encadré. On a un affichage dédié. Des fois, pas du tout. C'est dans le milieu du bac conventionnel légumes. Et on doit avoir, je crois, 4 ou 5 légumes en ce moment en conversion. Qui partent très vite d'ailleurs. Qui ne restent pas très longtemps. On est rapidement en rupture. Ça en réjouit aussi. Nour, il y a d'autres questions? Très bien. Non, on a fait le tour des principales questions. Des principales thématiques. Ouais. Ok, super, on finit pile poil à l'heure, ça tombe bien. Moi, je voulais déjà vous remercier, tous les participants. Merci infiniment de nous avoir accordé ce temps pour partager vos connaissances, vos expériences. J'espère que pour tous ceux qui étaient à l'écoute, ça vous a été utile, hein, ça vous a renseigné. Si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas à nous en faire part, hein, vous pouvez. Vous pouvez, en vous connectant à la plateforme, envoyer vos dernières questions et on fera au mieux pour essayer de répondre à celles qui n'auront pas été répondues. Elles ne sont pas perdues. Je voulais aussi remercier tous ceux qui ont participé évidemment à l'organisation de ce séminaire, hein. Donc, on a du côté Utopie et FNAB, Sophia, Samuel, Nour, Aurore, Charbel. Donc, merci à vous tous d'avoir rendu ça possible technologiquement.
Et enfin, juste pour conclure, sachez que si vous le souhaitez et si vous souhaitez soit renforcer une démarche existante, soit structurer une approche de structuration de filière bio, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez un document que vous pouvez télécharger qui est une plaquette qui présente l'offre conjointe entre la FNAB et Utopie, à l'instar de ce qu'on a pu faire avec les partenaires ici présents. Donc, n'hésitez pas et nous serons ravis de vous renseigner. Voilà, encore un grand merci à tout le monde pour ces débats et échanges passionnants. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, à tous. bonne fin de journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Merci.